comme tu l'as très justement dit, donc cette conférence est co-organisée par Sciences Po Debout et par Le Vent se lève. Donc Le Vent se lève, c'est un média d'opinion indépendant qui a un cercle à Sciences Po Paris. Donc c'est un média qui a été créé en 2016 avec l'ambition de créer un espace de discussion et de refonder la pensée progressiste. Ça repose sur 3 piliers principaux, les valeurs républicaines, l'idéal socialiste et l'écologie politique. Donc Le Vent se lève, c'est aussi un média d'opinion collaboratif avec à ce jour 500 contributeurs, plus d'une centaine de conférences qui ont été organisées et des milliers d'articles disponibles sur le site. Donc vous êtes tous les bienvenus pour rejoindre le mouvement et apporter votre aide. Et donc aujourd'hui, on est ravis d'entamer une discussion avec Sciences Po Debout donc autour de la réforme des retraites et notamment des conséquences de la réforme des retraites. Et on pensait que c'était intéressant de discuter avec Bruno Pavlier et Damien Maudet, qu'on remercie d'être présents. Donc oui, merci à toutes et à tous d'être ici ce soir. Merci particulièrement donc, à vous deux. Bruno Pavlier, vous êtes donc docteur en sciences politiques. Vous dirigez le CNRS à Sciences Po. Vous avez beaucoup travaillé sur les questions de protection des systèmes sociaux en France et en Europe, et notamment beaucoup sur les questions de retraite. On vous reçoit notamment au titre de la note que vous avez publiée récemment avec Pauline Wagner sur les lendemains politiques d'une réforme contestée. Et donc vous trouvez quelques exemplaires imprimés au fond de la salle si ça vous intéresse à la fin de la conférence. Et pour échanger au sujet de cette note et l'aborder sous d'autres angles, on vous reçoit également Damien Maudet. Vous êtes bonjour. Vous êtes député de la France Insoumise depuis juin 2022. Vous siégez à l'Assemblée au sein de la Commission des Finances. Et vous avez évidemment milité activement contre cette réforme des retraites sur le terrain, dans l'hémicycle et dans notre circonscription de Haute-Vienne. Merci à vous d'être ce soir. Ok, donc on va parler de la réforme des retraites et notamment des conséquences de cette réforme sur le vote RN et la position de la gauche. Donc pour commencer, pour nos paliers, je voudrais m'adresser à vous. Vous avez pris une note où vous identifiez 4 facteurs qui pourraient éventuellement favoriser la poussée du RN au bénéfice de cette réforme des retraites. Est-ce que vous pourriez revenir sur votre thèse dans un premier temps ? Tout à fait. D'abord, merci beaucoup de l'invitation. Je suis ravi de participer à ces réflexions. Ça va, vous entendez ? C'est pas terrible dans cette salle. Voilà, moi je suis très heureux de partager mes réflexions avec vous. Et donc sur cette note, alors puisque vous ne l'avez pas dit, je vais le dire parce que ça va soulever des hauts dans la salle. C'est une note publiée par Terra Nova, vous savez, les méchants de la gauche Terra Nova. Mais justement, j'ai réussi à convaincre Thierry Pêche qui pouvait aussi garder de ce côté-là, et donc il a accepté, donc j'en suis très content. Donc 5 facteurs. Vous dites 4, mais en fait il y en a 5. Même si j'ai écrit 4, et vous avez raison. Non, mais, voilà, donc le raisonnement est le suivant. D'abord, le premier facteur, que je ne mets pas comme un facteur, mais qu'il faut rappeler si on veut avoir un raisonnement cohérent, c'est de dire qu'une réforme des retraites, ça laisse des traces. Puisque j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous avez fait de la science politique, ou en fait actuellement, il y a une grande question sur comment on explique le vote en sciences politiques. Et les chercheurs de sciences politiques, en général, disent que ce que font les gouvernements, ça ne compte pas énormément. En fait, puisque ce qui compte, c'est les résultats économiques. Est-ce qu'il y a du chômage ou pas? Est-ce qu'il y a de la croissance économique? Et puis, il y a les effets de campagne, les effets de personnalité. Enfin, il y a tout un tas de facteurs. Et du coup, pourquoi une réforme des retraites, ça compterait plus sur le vote à venir qu'autre chose? Et je crois qu'on peut dire qu'une réforme des retraites, et en particulier quand elle est très saillante, et celle-là est particulièrement saillante, puisque ça fait 3 mois, 4 mois qu'on en parle, qu'elle est extrêmement contestée, elle est aussi saillante parce que les gens vont le vivre dans leur chair, ou en tout cas dans leur mois de travail supplémentaire dès le mois de septembre, si en tout cas elle est appliquée. Gardons un signe d'espoir, si je puis dire. Donc c'est quelque chose qui va marquer les gens, et notamment c'est 3,6 millions de personnes qui vont prendre leur retraite d'ici 2027. Puisqu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vont partir en retraite et qui vont voir très concrètement leur âge de départ à la retraite être décalé. Donc ils savent de quoi ils parlent, ils le sentent, encore une fois, dans leur chair, si je puis dire ça. Alors il y a d'autres exemples dans le passé français, hein, la réforme Juppé, la réforme Sarkozy, qui ont contribué à faire le choix électoral des individus. Alors c'est jamais monocausal, c'est jamais ça qui explique tout, mais ça contribue à expliquer le vote. Donc ça c'était le point un peu prolégomène pour dire oui, ça vaut la peine de regarder parce qu'il peut y avoir un impact électoral, puis il y a d'autres pays qui le montrent. Ensuite, les 4 facteurs. Donc, pour le coup, c'est 2 facteurs de substance et 2 facteurs de modalité de cette réforme. D'abord, dans la substance, il faut regarder qui est impacté plus que les autres par cette réforme. D'abord, sont assez préservés
les plus hauts revenus, et je ne parle pas seulement des milliardaires, je parle des 20 à 30% des plus hauts revenus, les plutôt qualifiés ou très qualifiés, qui de toute façon savaient bien qu'il faudrait qu'ils travaillent plus longtemps que 64 ans. Donc, on ne va pas faire semblant, vous êtes au courant, vous avez largement dépassé les 22 ans ou les 21 ans qui vous amèneraient, vous allez bientôt les dépasser à partir à 64 ans, et vous n'avez pas encore un salaire régulier, donc vous allez devoir travailler, vous ici, là, plus tard que 64 ans, si vous acceptez ces règles-là en tout cas. Et donc vous le savez bien, les cadres le savaient déjà bien. Il y a une partie des cadres qui de toute façon avaient commencé à travailler tard, et une autre partie des cadres, à peu près la moitié, donc c'est les gens concernés, c'est les gens des années 60, qui avaient commencé à travailler assez tôt, avaient gravi les échelons, mais étaient à peu près préparés mentalement, mais ils sont aussi prêts physiquement, c'est-à-dire que les cadres sont moins abîmés au niveau de la santé que les autres, et puis ils n'ont pas de chômage, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir effectivement continuer de travailler. Ce que l'on voit quand Sarkozy a fait passer de 60 à 62 ans, les cadres sont restés en emploi, ils ont travaillé 2 ans de plus. Ils n'étaient pas forcément contents de le faire, mais en tout cas ils ont pu le faire. Donc voilà, les 30% d'en haut, ils sont à peu près préservés, ça ne les concerne pas. Vous n'êtes pas content, mais enfin ça ne les concerne pas au premier chef. Ce qu'il faut dire aussi, et là c'est quelque chose qu'on n'a pas assez mis en exergue, mais qui est difficile à avaler, c'est que les plus précaires, donc les personnes dont vous avez par exemple le souci par ailleurs à Sciences Po, donc les femmes de ménage, typiquement, elles attendent 67 ans pour prendre leur retraite. Parce que ce sont des gens qui ont des revenus très très bas, parce que c'est des carrières très hachées, parce qu'il y a beaucoup d'interruptions, et donc elles ne peuvent pas se permettre le luxe de subir une décote, puisque vous savez que dans le système français, si on n'a pas toutes ces années de cotisation et qu'on veut partir avant 67 ans, on subit une décote. Et la décote, elle est lourde, hein, c'est que vous perdez 1,25% par trimestre manquant, 5% par année manquante, et vous avez tous fait suffisamment de maths pour savoir que moins 5% sur une pension de retraite, ça descend très très vite. Donc, en fait, les plus précaires, les plus pauvres, elles attendent 67 ans. Moi, je dois dire que j'ai découvert dans les analyses d'études d'impact, non pas du gouvernement, parce que ça sont bien de le rappeler, mais par exemple, l'IPP, l'Institut des politiques publiques, le met bien en exergue. Et puis, de l'autre côté des plus précaires, en fait, il y a eu des mesures qui ont été prises, effectivement. Donc, un petit peu les revalorisations, même si c'était... il y a eu des racontards là-dessus, pour ne pas dire des mensonges, mais... et ça visait effectivement les femmes qui ont des revenus très bas, donc il y aura un petit peu de revalorisation là, pas autant que annoncé, mais il y en aura. Et du côté des hommes, en revanche, ça fait déjà longtemps qu'on fait des choses et qu'on continue de faire. Pour les hommes les plus précaires, enfin les plus mal rémunérés, pardon, pas forcément précaires, il y a les carrières longues. Et ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que les carrières longues, c'est des dispositifs qu'on a mis en place depuis 2003 et qui bénéficient principalement aux hommes. Certes, ils n'ont pas une belle vie, ils sont abîmés par le travail, mais en tout cas, on leur permet de partir plus tôt. C'est légal, on leur permet. Voilà le sort vraiment les plus bas revenus. Soit ils ne sont pas concernés, et c'est assez dramatique, la raison, soit on a essayé de faire un peu des choses. Du coup, vous avez plein de gens au milieu qui, eux, se sentent très concernés et ne voient pas beaucoup de compensation. Les gens du milieu, c'est... moi, ce que j'appelle, en anglais, on les appelle souvent les lower middle class, ce que j'appelle les classes moyennes menacées. Mais ce qu'il faut bien voir dans les catégories sociales réelles, c'est les ouvriers et les employés. Les ouvriers, ce n'est pas les gens dont je parlais, les plus bas revenus. Les personnes aux plus bas revenus, c'est la logistique, c'est le soin aux autres, c'est les femmes de ménage. Quand vous êtes ouvrier, quand vous êtes employé, vous pouvez très bien gagner un peu plus que le SMIC, voire 2000 €. Vous pouvez avoir un CDI, vous pouvez être propriétaire de votre maison, et ça ne veut pas dire que ça va bien pour vous pour autant. C'est les gens dont parle François Ruffin à longueur de temps. C'est en partie pour ça que je suis là. C'est pas forcément une adhésion totale, mais en tout cas, il a le mérite d'essayer de faire parler les travailleurs de la Somme. Quand il nous écrit du Front de la Somme, il dit bien que c'est des gens qui ont été négligés par la gauche, et il le sait. En revanche, le Rassemblement national, il les a identifiés. On dit que le Rassemblement national n'a pas fait grand-chose sur cette réforme des retraites. Ce n'est pas tout à fait vrai. D'abord, Marine Le Pen, une fois que le 49.3 est passé, elle est allée dans tous les médias pour dire « Maintenant, je ramasse les billes, votez pour moi ». Et elle l'a redit là, après la promulgation. Donc elle dit bien un truc, c'est « Vous n'avez pas d'autre solution si vous voulez que ça avance, c'est il faut voter pour moi ». D'accord ? Donc elle le dit.
Et puis si vous écoutez bien ce qu'elle dit, mais surtout Sébastien Chenu, vous savez, c'est le vice-président du Rassemblement National, il ne prononce pas beaucoup de phrases, mais il dit toujours dans ses phrases, nous on s'oppose à cette réforme des retraites parce qu'on pense aux gens qui travaillent. Parce qu'on pense aux gens qui travaillent fort. D'accord ? Donc ils ont bien identifié ce groupe, ils le construisent comme électorat potentiel, et c'est d'ailleurs celui qui a fourni le plus de potentiel de croissance du vote Rassemblement National. Donc, histoire de dramatiser, mais on est là pour dramatiser l'enjeu, il y avait 20 millions d'écart de voix entre Chirac et Jean-Marie Le Pen en 2002, il y avait 10 millions entre Macron et Marine Le Pen en 2017, et il n'y avait plus que 5 millions entre Macron et Marine Le Pen en 2022. 57% des ouvriers, il faut calculer par l'INSEE, 47% des employés ont voté pour Marine Le Pen au second tour des élections présidentielles, 33% d'abstention. Il y a du potentiel ici. Et du côté de la substance, c'est les premiers concernés par la réforme. D'accord ? Et pour l'instant, ils vivent dans un monde où elles ont l'impression que l'alternative, elle est là. Elle est du côté de la droite populiste radicale. Et pourquoi l'alternative elle est là ? Parce qu'elle s'est déjà construite depuis longtemps. C'est pas nouveau au niveau de retraite, c'est une alternative qui s'est construite à la fin des années 90, dans les années 2000, donc c'est le tournant Philippot du Front National, en gros. Sarkozy l'avait compris, puisqu'il a dit « Moi, je vais siphonner les voix du Front National et donc je vais parler à la France qui se lève tôt ». Il avait compris à qui il fallait parler, et ça il a réussi, pour le coup, à siphonner une partie de ces voix-là. Et ce que j'essaye de dire là, c'est que les tuyaux sont déjà branchés. La dynamique, elle est là. Il y a une offre potentielle, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas grand-chose à faire, parce qu'il y a déjà la dynamique en place, et il suffit d'alimenter. Et la réforme, elle l'alimente. Ça, c'est les deux premiers facteurs substantiels. On parle du travail, de l'intensification du travail, de la dégradation des conditions de travail. Et la réforme des retraites dit qu'il faut travailler plus longtemps. Et ceux qui vont devoir le faire le plus, c'est ces classes moyennes menacées. Et du côté de la forme, les deux derniers facteurs. Donc, vous savez que le populisme repose sur une rhétorique qui consiste à dénoncer les élites et à souligner qu'il y a un écart croissant entre eux et nous. Un écart croissant entre eux et nous, eux les élites, et nous. Et comment on souligne l'écart en disant d'une part les élites sont corrompues, vous êtes purs, le peuple est pur, etc. Elles sont corrompues, elles mentent. Badabo, 1200 €, Michael Zemmour, voilà, mensonge. Donc ça a été validé même par le ministre lui-même. Il a dit beaucoup, 40 000, 10 000, enfin bon, voilà, ça a cafouillé, voire plus. Et puis la deuxième chose, qui construit le discours populiste, c'est « il ne se préoccupe pas de vous, de ce que vous dites, de ce que vous vivez, de vos problèmes ». Donc ça, le Civipov pose des questions de la confiance politique depuis 30 ans. C'est cette question typique qui est beaucoup plus accrochée au vote Front National à l'époque que les autres, c'est « il ne se préoccupe pas de nos problèmes ». Là, il n'y a pas besoin de faire un dessin, de montrer qu'une réforme qui s'impose malgré les manifs, malgré les sondages d'opinion, malgré les différentes grèves, c'est une réforme qui est prise malgré les gens. Je rappelle juste les sondages d'opinion, mais on est quand même à 70-75% dans les sondages opposés à la réforme, et c'est très stable, une opinion très forte, très inscrite, peu de sans-réponse, donc on peut dire que malgré Bourdieu, là il y a de l'opinion publique, effectivement, elle est informée, elle est formée, elle est solide, elle est stable, elle se renforce même. Et la deuxième chose, c'est les millions de personnes dans la rue qui sont là, et les sondages ils disent 70 à 75% des gens sont contre, et 90% ou 85 à 90% des actifs. Donc on est quand même dans quelque chose de très fort ici, même s'il y a sûrement des nuances à faire. Voilà pourquoi moi je dis que toutes choses égales par ailleurs, et s'il ne se passe rien, la dynamique, elle va favoriser le Rassemblement national. Mais c'est s'il ne se passe rien. Et donc je termine toujours cette note et mes tribunes, etc., en disant, sauf si la gauche apprend à parler du travail, comme le fait François Rueff. Et ça serait bien que ce soit pas tout seul, en fait. Il y en a d'autres qui le fassent aussi, mais donc on va en parler. Effectivement, on y reviendra dans un second temps. Et donc, du coup, Daniel Maudet, est-ce que vous observez ces considérations sur le terrain, à la fois en circonscription, mais plus largement dans la mobilisation sociale que vous avez pu suivre de près ? Alors, bonjour tout le monde, du coup, je m'appelle donc Damien Maudet, je suis député de la Haute-Vienne, je ne sais pas si vous connaissez le Limousin. Personne n'a eu la chance d'y aller ici, si, ça va? C'est bon, c'est vrai? Ouais, j'ai révisé la grecque de Limoges, dans okay. Limousin, dans le calme profond. Non, mais c'est pour dire ce que vous allez raconter, pour témoigner que c'est bien ça, c'est-à-dire les parents de mon copain, ils étaient postiers, puis ils ont dû arrêter parce qu'ils avaient fermé la poste du petit village.
Il y a ces questions effectivement de service public. Juste un point, moi, ce qui me rapproche peut-être de François, c'est que pendant 2 années, j'étais son collaborateur parlementaire. À François, on a bossé ensemble jusqu'à mars dernier, avant que je ne sois à 100% investi dans ma campagne législative et qu'on finisse par la gagner. Peut-être un des points avant de dire effectivement qu'on voit cette montée-là, on voit une montée du RN dans cette bataille des retraites. Moi déjà, un point, mais vous l'avez tout très très bien souligné, c'est que déjà le RN est dans une croissance constante. C'est-à-dire que ce n'est pas la retraite qui, pour moi, que la réforme des retraites qui fait qu'il y a une accélération. Tout ça s'inscrit déjà dans une accélération qui existe depuis de nombreuses années, mais d'autant plus depuis 2017. Et d'ailleurs, en 2022, ceux qu'on a le plus sous-estimés, je crois que aux législatives, c'était le Rassemblement national. D'ailleurs, même Marine Le Pen elle-même, c'était sous-estimé, puisqu'à plusieurs moments, elle disait qu'elle ne voulait pas être Premier ministre, c'était peut-être une stratégie. Mais pendant un moment, on avait aussi ce point de un président doit avoir une majorité. Il est logique qu'un président ait une majorité. Il n'y avait aucune bataille offensive sur l'élection des législatives. On avait même le sentiment des fois qu'ils voulaient sauter les législatives parce que ça ne les arrangeait pas. Pourtant, quand je lis votre note, à un moment donné, il y a un chiffre, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez trouvé, qui dit si le RN avait 100 000 voix de plus en France, ils auraient pu doubler leur nombre de députés. Donc c'est rien, 100 000 voix à l'échelle du pays. Moi, je viens du Limousin, et c'est pas parce que je viens du Limousin que c'est important, mais il y a quand même un point intéressant. Le Limousin, notamment la Haute-Vienne, c'est entre la Haute-Vienne et la Creuse, sur ces 2 départements, les 4 derniers députés étaient de La République En Marche. Aujourd'hui, sur ces 2 départements, non, pardon, pas les 4 départements, il y a 4 circos. Sur les 2 départements, la Haute-Vienne et la Creuse, il y a 4 circonscriptions. Les 4 circonscriptions avant étaient de La République En Marche. Aujourd'hui, les 4 circonscriptions sont de la NUPES. Et donc pendant très longtemps, c'est vrai que nous, quand on a gagné, il y a eu à un moment donné un débat, et d'ailleurs François le soulevait à juste titre, que de dire que dans certains coins de France, que ce soit les zones pavillonnaires, périphériques, on dira, moi j'aime pas le terme de la France périphérique, on l'utilise de beaucoup, oui voilà, moi je suis pas tout à fait d'accord, juste on va dire les zones pavillonnaires, des France périphériques à la limite, zones rurales, et même on va dire les sous-préfectures. Moi je trouve qu'on avait une difficulté, il y avait plusieurs personnes qui pointaient le fait que la NUPES avait une difficulté à s'ancrer dans ces territoires-là. Et donc souvent on a utilisé, je ne sais pas pour vous parler des heures de la Haute-Vienne, mais souvent on a utilisé en tout cas la Haute-Vienne pour dire, ou la Creuse, mais non c'est pas vrai, regardez en Limousin, donc avec la Corrèze il y a 6 circonscriptions, sur les 6 il y en a 4 qui sont de gauche, qui sont de la NUPES, regardez la Haute-Vienne, regardez la Creuse qui a mis Marine Le Pen en première à l'élection présidentielle, regardez, finalement on se retrouve dans une situation où on a 4 députés NUPES, donc ça veut dire que la gauche s'est s'ancrée, elle s'est gagnée, il n'y a aucun sujet sur la taille des communes et les populations. Après, alors moi j'ai fait ma petite analyse il y a longtemps, au mois d'août. En vérité, c'est que, y compris sur ma circonscription, qui était celle qui était censée être la plus à gauche, plateau de Mille Vaches, tout ça, quand vous partirez en vacances dans le coin, sur le lac de Vassivière, vous y repenserez. Le RN fait 3000 voix de plus entre 2017 et 2022 sur le premier tour de la législative, et nous on fait moins 500. On regarde sur la 2e circonscription, où le RN pour la première fois, 2e circonscription de la Haute-Vienne, où le RN pour la première fois est arrivé au second tour, eh bien on se rend compte que le RN fait plus 5000 voix au premier tour, et la gauche fait, la totale gauche évidemment, puisque c'était la candidature commune, fait moins 1500. Sur la 3e circonscription, moins 1500 pour la gauche, plus 3500 pour le RN. Sur la Creuse, c'est l'exemple le plus marquant, puisque du coup, in fine, on dit que la Creuse a été récupérée par la NUPES. Il y a eu des grosses campagnes qui font qu'on n'a pas perdu plus de voix. Mais sur la Creuse, par exemple, la gauche perd au total 4500 voix et gagne la législative. Le RN prend 2500 voix et ne va même pas au second tour de la législative. C'est juste pour remettre un petit peu en perspective de où on en est quand même dans l'état du pays. Et qu'effectivement, même si le RN n'a, j'allais dire que 90, mais en vrai c'est une véritable victoire d'avoir 90 députés pour l'Assemblée nationale, alors qu'avant ils en avaient, je crois, 7 ou 8, quelque chose comme ça. C'est de se dire que même aux endroits où ils n'ont pas gagné, en vérité, il y a des victoires silencieuses. Il y a des victoires silencieuses partout en France où ils ont augmenté considérablement leur score. Et souvent, je viens tout à l'heure, j'en parlais avant de venir avec une de mes collaboratrices, et du coup, qui me dit, réflexe qu'on a souvent à gauche, de dire non, mais de toute façon, c'est normal parce qu'en fait, les électeurs du RN, ils se déplacent, et quand il y a même des petites élections, et ceux de la gauche, ils se déplacent pas. En fait, c'est pour ça qu'on perd à chaque fois, c'est parce que les nôtres s'abstiennent. Bon, sur la Haute-Vienne, ça se confirme pas, puisque les électeurs du RN entre la présidentielle et la législative se sont moins déplacés que les électeurs de gauche.
Donc on pourrait s'imaginer en plus que si leur député avait fait campagne, parce que je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas s'il y en a qui viennent des régions, mais en tout cas chez moi, ils n'ont absolument pas fait campagne, mais jamais une seule fois sur le terrain. Et pourtant, malgré ça, ils augmentent considérablement leur score. Ensuite, peut-être rapidement est-ce qu'il y a eu des signaux durant la campagne? Moi, je les ai, en fait, en vérité, je les ai assez peu vus sur le terrain. Alors, j'ai fait un peu de sociologie, donc peut-être premier biais. Est-ce que je rencontre beaucoup les gens qui ont voté Marine Le Pen au Rassemblement national et qui vont ensuite en manifestation? Non, en vérité, ceux qui viennent me voir la plupart du temps, il faut être honnête, c'est ceux qui ont voté pour moi, qui ont plutôt des affinités à gauche. Donc, j'ai pas senti de gens qui m'ont dit bon, ben maintenant c'est foutu. Super, le Rassemblement national s'est très bien défendu sur les retraites. On va voter donc le RN parce qu'ils nous ont sauvés sur les retraites. Moi, ça, je l'ai jamais entendu. Donc, j'ai pas eu le sentiment qu'ils avaient pris plus de voix que ça. Après, je regarde l'étude de la Fondation Jean Jaurès qui explique que sur le... J'ai pas l'étude là sous les yeux, mais tout à l'heure, vous parlez des employés, des ouvriers, et on voit les résultats qui, effectivement, pour l'instant, le RN, ce sont les seuls qui augmentent leur score chez les ouvriers, les employés, notamment aussi chez les artisans. C'est un score, c'est les artisans, de tête là, c'était plus 10 points. En fait, en vérité, c'est le bloc libéral d'Emmanuel Macron qui s'effondre partout. Et sauf qu'ils vont tomber, sauf que le Rassemblement national récupère, pour la faire courte, en match le plus d'artisans, le plus d'ouvriers, le plus d'employés. À gauche, on en récupère, et encore que, je crois que même c'est stable des fois vers le moins, et on récupère quelques artisans tout de même. Mais en fait, on récupère aussi beaucoup de CSP, pardon. On récupère beaucoup de cadres. Et la preuve, on a plein de cadres en devenir. Et juste donc, par contre, ce que j'ai eu le sentiment de voir sur cette bataille des retraites, c'est surtout que Emmanuel Macron est devenu plus détestable qu'avant, ça c'est pas la grosse analyse politique, mais par contre que les gens ont de moins en moins le choix que de se débarrasser de ce bloc libéral. Et quand on parle, moi j'ai beaucoup bossé avec les boulangers de mon coin, etc., ou avec d'autres ouvriers, des fois c'est moins pour les retraites que de se dire de toute façon il faudra se débarrasser d'Emmanuel Macron, de toute façon il faudra se débarrasser des libéraux, et pour l'instant le plus gros bâton qui nous reste pour se débarrasser des libéraux est le plus crédible, parce qu'effectivement depuis 2017, ils sont arrivés au second tour, donc en 2017, en 2022, des fois en plus ils nous mettent un petit taquet sur le barrage, les gens des fois sur le barrage républicain, etc. Mais en tout cas pour ceux qui avaient décidé de ne pas voter Le Pen, nous disent, mais de toute façon on n'a pas le choix, et la seule possibilité qu'on a pour se débarrasser des macronistes, ça va être donc de voter Marine Le Pen, parce que c'est le plus gros bâton pour les battre. Ça me rappelle aussi la campagne des européennes de 2019, où je me souviens qu'il y avait des partis qui avaient décidé que cette élection devait être un référendum anti-Macron. Alors c'est bien beau de dire ça, mais quand on a un référendum anti-Macron, on prend le plus gros bâton pour taper Macron. On ne prend pas le bâton qui est à gauche et sur lequel qui n'est pas assez fort. Et donc peut-être pour terminer aussi, donc c'est que moi je trouve que pour le coup, par contre, c'est vrai que sur la réforme des retraites, ça doit être aussi une aubaine, parce que vous dites effectivement que le RN ne dit, que Marine Le Pen est arrivée à la fin pour parler. Moi, j'ai eu quand même le sentiment, dans le fond, mais on va y revenir, c'est que le RN, dans sa construction, entre au début un parti libéral, qui est le rempart au bolchevisme sous Jean-Marie Le Pen, puis un parti en 2012 qui est beaucoup plus protectionniste, on a un moment donné où c'est compliqué de tenir les deux bouts, quoi. Et je trouve que sur la réforme des retraites, des fois, je me demande si c'était plus une stratégie de ne pas parler pour être soft, très sobre, etc., ou c'est que finalement, c'était trop compliqué de parler. Parce que c'est délicat de parler sur la réforme des retraites. Comment est-ce qu'ils vont financer le système de retraite s'ils ne veulent pas augmenter les cotisations, on va dire des grosses entreprises, ou même des cotisations en général, la question peut être posée. C'est ça aussi, c'était la même question sur les salaires. Ils avaient proposé juste avant une proposition de loi pour augmenter les salaires, qui était de diminuer les cotisations salariales. Donc c'est embêtant, parce qu'on nous dit qu'on veut faire une réforme des retraites parce qu'on a trop baissé les cotisations. Donc je trouvais qu'à plusieurs moments, ils étaient coincés. Et là, c'est plus de l'ordre du ragot, du bruit de couloir, de ce qu'on entendait. Mais je sais qu'il y avait au sein du RN à l'Assemblée des clivages entre ceux qui voulaient bétonner en obstruction, qui du coup venaient plus des protectionnistes, peut-être d'un RN peut-être plus rural, plus pavillonnaire, plus ouvrier, et ceux qui en fait étaient bien embêtés, qui ne voulaient pas trop agir parce que dans le fond, cette réforme des retraites n'était pas farouchement opposée. Je garde le reste pour plus tard. Donc face à ces constats que vous tirez tous les deux, quelle stratégie peut mettre en place et quel discours doit porter la gauche pour canaliser ce ressentiment et effectivement tirer des réformes de retraite une aubaine plutôt que
les pronostics négatifs que vous laissez présents dans votre note. Et donc pour revenir sur la perche que vous nous tendiez plus tôt, peut-être nous parler du travail et du discours sur le travail. Donc le sauf-si, mais pour comprendre le sauf-si et l'opportunité, je pense qu'il faut revenir sur ce que vous venez de développer et au-delà du raccourc, en tout cas vous confirmez que donc, Paulus Wagner, avec qui j'ai écrit cette note, c'est son analyse qu'on a repris dans le texte, hein, c'est vraiment coécrit, mais il dit il y a un embarras de tous les partis populistes de droite radicale, et pas seulement celui que vous pointez pour le RN, de parler complètement aux travailleurs. Aux travailleurs des classes moyennes menacées. Pour leur parler complètement, il faut comprendre les causes de la situation dans laquelle ils sont. Et les causes de la situation dans laquelle ils sont, c'est l'organisation du travail, le management et éventuellement le capitalisme, si vous le voulez aussi, mais en tout cas, ou le capitalisme financiarisé qui a éloigné la définition des objectifs, des stratégies de l'entreprise, du lieu de production. Donc la scission entre les deux, qui a induit une verticalisation dans le management, la définition par en haut des objectifs, qui a induit, donc ça c'est ce que Paulus a observé, alors je fais une parenthèse sur son travail parce que c'est vraiment très intéressant. Donc Paulus il s'est dit mais pourquoi les ouvriers votent-ils FPÖ en Autriche et AfD, vous savez, Alternative für Deutschland en Allemagne. Donc il est allé observer un village ouvrier en Allemagne de l'Est, un village ouvrier en Autriche où il n'y a pas de chômage, ça ne doit pas être l'explication du chômage, il n'y a pas de migrants, donc en tout cas dans le mouvement, et il y a un vote d'extrême droite très élevé, et les gens ont du boulot. Et en fait, Paulus il dit mais les gens ils me parlent que du boulot, ils me parlent sans cesse de la façon dont ça se passe au boulot, et ils en ont marre d'être traités comme un numéro, c'est l'expression qu'ils retrouvent le plus, on dirait comme une variable d'ajustement, qu'on leur fixe des objectifs sans leur demander de leur avis, sans avoir d'implication, sans même avoir la possibilité de faire des retours sur l'organisation du travail, de faire des propositions, même des propositions pour améliorer les choses, et de ne pas être reconnus dans leur contribution, dans leur travail. Et ça crée un sentiment, dit Paulus, d'exclusion au travail. Donc c'est des gens qui sont en emploi, qui ont un CDI, etc., mais qui se sentent exclus au travail parce qu'on ne leur demande pas leur avis, on ne les reconnaît pas. Et du coup, ça crée un ressentiment social qui trouve un débouché du côté de ceux qui parlent aux travailleurs, à ceux qui bossent, à ceux qui bossent tôt, les partis populistes d'extrême droite. Mais ce que Paulus souligne, ce que beaucoup de gens soulignent, c'est la façon de s'assurer qu'on parle bien aux travailleurs, comme on ne peut pas, du côté des partis populistes de droite extrême qui ont en héritage des artisans, des commerçants, des petits patrons du business, hein, alors pas le gros business des grands capitalistes mondialisés, mais qui ont du business, on ne peut pas leur parler management, on ne peut pas leur parler d'organisation du travail, sinon plus on va chercher à s'approcher des réalités concrètes du travail de ces gens-là, plus on va critiquer une autre partie de son électorat. En gros, en France, c'est plus je gagne dans le Nord, plus je risque de perdre dans le Sud, hein, pour les deux types d'électeurs du Rassemblement national. Donc, j'en dis pas trop, et vous avez raison, ils sont embarrassés, j'en dis pas trop, et la façon de mettre en exergue les travailleurs, c'est que je crée la division avec ceux d'en dessous, et non pas avec ceux d'en dessus. D'accord ? Donc c'est la fameuse opposition entre vous travaillez, et les cassos, et les migrants qui viennent bouffer nos prestations. Alors là, c'est vraiment... Enfin, comment dire que d'entendre... Attal, il l'a fait il y a 15 jours, il y a 3 semaines. Hein, les gens du travail ont fait une réforme pour les gens du travail contre ceux qui ont fait le choix de ne pas travailler. C'est ça que Gabriel Attal a dit. Et puis il est sorti de cette semaine, de la semaine d'apaisement, Bruno Le Maire, avec le Maghreb, Darmanin. Et on imagine que Elisabeth Borne va confirmer, puisqu'elle confirme tout ce que les propos. Bref, on met en exergue et on essaye d'attirer le vote de ceux qui travaillent en les mettant en opposition avec les en dessous. C'est connu depuis Marx, hein, en fait, la division des prolétaires ou des travailleurs entre eux, notamment en mettant en avant les armées de réserve que constituent les migrants. Alors, juste une parenthèse pour dire là où moi je vais un peu me détacher avec 2-3 phrases de Ruffin, c'est que la réponse marxiste authentique du XIXe siècle, c'est l'international socialiste. Je le rappelle. C'est pas de monter les uns contre les autres, de dire on ne veut plus de migration, il faut les contrôler, etc. La solution marxiste, c'est face au pouvoir de l'armée de réserve pour créer une compétition sur le marché du travail, etc. Ce à quoi s'oppose Aufstellung, vous savez, Aufstellung est un mouvement d'extrême gauche raciste, explicite, hein, contre les migrants, puisqu'ils disent, voilà, les migrants, ils viennent vous bouffer la possibilité d'avoir du salaire, puisqu'ils sont prêts à accepter n'importe quelle condition, etc. Et la solution, c'est l'international. Enfin, en tout cas, structure. Enfin, bon, je dis juste ça, histoire de créer peut-être de la polémique, mais rappelons-nous ça. Mais toujours est-il que cette division-là, elle est à l'œuvre,
la droite, la droite macroniste essaye de la reprendre, mais elle est à l'œuvre parce qu'on ne peut pas remettre en cause les gens d'au-dessus. D'accord. Donc que ce soit nous ou les gagnants de la mondialisation, de l'organisation du travail. Et c'est là, pour finir de répondre, où il y a un espace de déploiement analytique et politique qui consiste à non seulement parler des conditions de travail, mais d'essayer de les expliquer. Pourquoi il y a eu intensification du travail, pourquoi vous avez ce sentiment de dépossession, parce que c'est la façon dont on a organisé le travail, c'est cette verticalité, c'est ce top-down, c'est la définition d'objectifs par ailleurs qui vous a exclu alors même que vous êtes à l'emploi. Et donc il faut parler non seulement des conditions, mais de l'organisation du travail, des structures de management, voire des structures productives et de la financiarisation. Mais là aussi, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est d'essayer d'être le moins, en tout cas, c'est suivre le réforme, ce qu'il me dit tout le temps, d'être le moins abstrait possible. Donc les grandes théories du capital, c'est sûr, c'est pertinent à Sciences Po quand on fait des cours, mais ça parle, je crois, un peu moins aux gens, parce que les gens, très concrètement, ils en voient les conséquences, mais en tout cas, parlons d'abord des conséquences des situations, donc des contraintes. Juste un petit mot, du coup, moi, ce que je fais, en ce moment, ma part, un télo, non pas à l'œuvre de Ruffin, mais à essayer de sauver la gauche, c'est d'essayer de rassembler tout ce qu'on sait, et on sait énormément en sciences sociales sur le travail, sur les conditions de travail, sur l'organisation du travail, sur le management, sur la pénibilité. Il y a beaucoup de travaux en sciences sociales, et là j'essaye de les ramasser en ce moment pour les déverser au débat public, pour que Eric Woerth ne puisse plus dire à Dominique Méda, vous êtes gauchiste et vous faites de la victimisation. Non, c'est des faits, vous avez peut-être vu ce débat, c'est des faits établis, c'est pas du gauchisme, c'est la réalité sociale vécue dans les entreprises et les services publics. N'oubliez jamais que la dégradation des conditions de travail, l'intensification, elle s'est faite tout autant dans les services publics. Il y a la même managérialisation par le chiffre. À l'hôpital, c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de services publics, beaucoup d'outsourcing, de sous-traitance. Je regarde ma bougie. Et donc, c'est un peu partout. Et voilà. Comment moi j'en parle. Du coup, alors la question c'était qu'est-ce qu'on fait? Ouais, la question c'est quel discours peut et doit porter la gauche pour canaliser ce ressentiment et Alors je sais pas si c'est je sais pas du coup si c'est canaliser si canaliser serait le bon mot de ressentiment. En tout cas il existe et on pourra pas l'enlever. Ou la question nous ce serait comment on fait pour que ce soit vers nous que se tourne comment on incarne l'espoir en fait plutôt que les gens se tournent vers la haine et le Rassemblement national, ou plutôt oui, ou vers le ressentiment, ce qu'on veut. Rapidement, j'avais pris 2-3 notes pour moi sur l'histoire du RN. J'en ai parlé très rapidement tout à l'heure, mais j'en profite vu que je suis devant les étudiants de Sciences Po, je me dis que ça peut être un peu utile, parce que je pense que connaître l'histoire du RN, c'est déjà un gros morceau pour savoir comment on peut essayer de les combattre. Le RN à la base, c'est un parti dans les années 90 qui est plutôt un parti libéral. Le Jean-Marie Le Pen de 2002, c'est la réforme des retraites à 65 ans. C'est le xénophobe, le racisme, c'est le rempart contre le bolchevisme. Et en fait, nous, avec François, quand on avait beaucoup bossé justement sur la question du Rassemblement national et comment mettre en lumière les défaillances économiques du Rassemblement national, mais comment en fait on avait fait un 4 pages de Fakir, je ne sais pas si vous en avez déjà eu, mais qui s'appelait Marine Le Pen, l'autre candidate des riches. On avait beaucoup bossé là-dessus, et en fait on avait analysé le Rassemblement national comme étant une espèce de fusée à 3 étages. Il y avait le premier étage, donc Jean-Marie Le Pen, qui en fait est identifié comme les xénophobes votent Jean-Marie Le Pen. C'est le candidat de la xénophobie, du racisme, mais de l'anticommunisme aussi à un moment donné. Puis ensuite, il passera d'anticommuniste pro-Union européenne à quelqu'un plutôt anti-Union européenne, et qui arrivera même à se faire identifier comme une espèce d'anti-mondialisation, mais quand même pour un libéralisme, on va dire, un peu franco-français. Ensuite, je trouve qu'on a eu derrière Marine Le Pen en 2012 qui finalement nous fait une autre campagne. En fait, finalement, Jean-Marie Le Pen, tout à l'heure vous disiez, il y a le sud et le nord, il faut parler différemment au sud et au nord. On a l'impression que Jean-Marie Le Pen avait beaucoup parlé au sud de la France. Nice, je vois aussi il y a des Niçois dans la salle, on va se braquer, donc on va pas sortir des exemples comme ça, quoi. On va pas se nommer des villes et jeter l'opprobre dessus. Mais bon, vous avez quand même offert Eric Ciotti, donc on a le droit de se venger. Donc il y a plutôt le sud, et après on sentait que Marine Le Pen à ce moment-là allait justement aller chercher plutôt les ouvriers, plutôt dans un discours protectionniste. Et d'ailleurs il y a quelques exemples. En fait, dans son programme de Marine Le Pen en 2012 par exemple, c'est là où on voit qu'elle va aller chercher l'étage social. On avait la baisse de 20% de la taxe sur les carburants par exemple. On retrouvait tous les salaires jusqu'à 1 500 € bénéficieront d'une augmentation de 200 € net.
ont tombé, les petits commerces seront défendus contre la grande distribution, un taux d'impôt sur les sociétés sera relevé à 34% pour les grosses entreprises. Enfin, on avait quelque chose de cet ordre-là qui essayait je vais pas dire elle défendait les petits, parce que vous avez bien compris, c'était dans une stratégie électorale, et j'aimerais pas que, sorti de son contexte, je défende le programme de Marine Le Pen. Mais en tout cas, on sent qu'elle essayait à ce moment-là d'ajouter à la base xénophobe une base sociale, d'aller chercher d'autres électeurs, sur d'autres sujets en fait, sur le pouvoir d'achat, sur les conditions de travail, sur comment on essaie de vivre ensemble. Il y avait aussi la question des délocalisations. Et c'est à ce moment-là qu'elle fait une espèce de percée dans les terres ouvrières. Je ne sais plus si Marine Le Pen en 2012, c'est là où elle est élue à Hénin-Beaumont. C'est ça, c'est depuis 2012, j'avais un trou là-dessus. Et par contre, et nous, à ce moment-là, on a le sentiment qu'elle cherche à se rendre acceptable. Et d'ailleurs, c'est plutôt réussi. En revanche, et donc 2017, 2022, pour nous, c'était le moment, ce que j'expliquais tout à l'heure, où là, elle est entre les deux, elle a du mal à tenir les deux bouts. Parce qu'elle n'a pas totalement cranté sur la base sociale, chez les ouvriers. Et en même temps, il y a des espèces, c'est sans doute une théorie, et je pense que de leur côté, c'est plutôt vrai, c'est comment, pour qu'elle gagne, il y a une grande partie, je pense, des penseurs de l'extrême droite qui sont, il faut faire l'union des droites. Mais c'est pas si simple que ça de faire l'union des droites, d'aller récupérer des ouvriers de droite et d'aller en même temps essayer d'attraper, en fait, pour la faire très courte, les conservateurs qui votent plutôt Éric Zemmour ou à un moment donné ont voté Fillon, l'espèce des conservateurs libéraux. Ça peut paraître antinomique, mais ça n'est pas tant que ça. Si je veux caricaturer l'Ouest parisien, quoi, pour la faire très, très, très courte, et le sud de la France à Nice. Attention, on n'est pas loin de l'Ouest parisien. Oui, on n'est pas très loin, ouais, dans le centre. Il n'y a personne qui doit vivre ici, je pense. Vous devez tous vivre dans le 20e ou à Bagnolet. Bon, et à ce moment-là, et nous, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'entre 2007 et 2022, il y a eu un sentiment chez le Rassemblement national d'avoir cranté sa base sociale, et d'un coup, entre 2007 et 2022, tout disparaît dans le programme. Tout ce que je vous ai cité avant a disparu. On ne parle plus d'inégalité dans le programme de Marine Le Pen entre 2017 et 2022. On ne parle plus non plus de la pauvreté, on ne parle plus de la précarité, on ne parle pas de CDD, on ne parle pas d'intérim, parce qu'à ce moment-là, elle avait déjà cranté, que finalement, elle avait déjà été identifiée comme celle qui défendait les travailleurs, et elle n'avait plus besoin de ça parce qu'elle essayait de gagner en respectabilité, notamment auprès des marchés. Moi, je me souviens d'une anecdote avec François, on travaillait avec une... je ne donne pas son nom parce que je ne sais pas si elle le veut, mais on avait travaillé avec quelqu'un qui bossait avec ceux qui détiennent les dettes, les fonds de pension, etc., qui conseillait des pays à ce niveau-là, peut-être que vous trouverez qui c'est, et du coup, et elle nous a dit à ce moment-là, nous, quand on parle avec ceux qui détiennent les titres de dette, finalement, là, c'est bon, Marine Le Pen, ils n'ont plus peur, quoi. Ils savent qu'avec Marine Le Pen, il n'y aura pas d'aventure. Il n'y aura pas d'aventure eurosceptique, etc. Et finalement, elle arrive, alors qu'elle arrive à tenir cette espèce d'équilibre où elle arrive même à se faire aimer des marchés financiers. Et nous disait par contre, Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai que c'est un peu compliqué, on ne sait pas trop où est-ce qu'il va nous mener. Bon, à l'époque, ces personnes disaient, mais je pense que s'il l'explique bien, on peut comprendre. Je dis, oui, je ne suis pas sûr, parce qu'à mon avis, il y a des divergences d'intérêts, quand même, des fois. Et donc, nous, on voit ça et on se dit, mais c'est-à-dire que Marine Le Pen rassure les marchés financiers. Et d'ailleurs, elle avait sorti une tribune dans l'Opinion juste avant la campagne présidentielle 2022, où dedans, elle disait, elle nous faisait du Bruno Le Maire, quoi. C'était une dette, ça se rembourse. Alors peut-être qu'une dette, ça se rembourse, mais c'était vraiment, il n'y aura pas d'aventure, on va tout payer, donc il faudra aller chercher l'argent quelque part, mais ce ne sera pas forcément chez les riches. Puis ensuite, il y avait le moment où elle ne voulait plus revenir sur l'impôt sur la fortune, etc. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, mais tout ça pour dire que sur le fond, un des premiers points, et je pense que ça vous concerne, c'est qu'on doit mener aussi ce travail pour montrer qu'aujourd'hui, la position de Marine Le Pen n'est pas évidente, mais c'est comment on le met en lumière. Parce que c'est toujours difficile. Moi, je me souviens de moments où les gens venaient me voir pendant la campagne, où ils me disaient « Mais nous, de toute façon, on va voter Marine Le Pen parce qu'elle va augmenter le SMIC. On va voter Marine Le Pen parce qu'elle va bloquer les prix. » J'étais là, mais c'est pas possible, c'est notre programme à nous, elle ne le met pas une seule fois dedans. Ou Marine Le Pen, au moins, c'est la justice entre ceux qui se gavent et ceux qui se gavent pas. Mais je me dis, c'est pas possible, quoi. Comment ça se fait qu'eux, ils le voient? C'est comment on arrive à mettre en avant l'imposture, le fait qu'ils votent contre l'ISF, qu'ils refusent la hausse du SMIC, qu'ils refusent les hausses de salaire sans enlever les cotisations. Je vous le fais très rapide, il y avait des analyses de Cluster 17 qui montraient certains groupes sociaux, notamment, qui avaient plutôt voté à gauche et qui votaient ensuite RN. Il y a aussi ceux-là qu'il faut essayer d'aller, à mon sens, les récupérer, qui, basiquement, il y en a qui diront les fâchés, fâchés pas fachos, pas confondre avec les fachos pas fâchés, qui sont une chose très différente. Et donc, il y a des choses à mettre en avant. Moi, je pense, par exemple, qu'il y avait l'histoire de la prime Macron, il n'y a pas si longtemps, où le RN, bec et ongle, avait défendu la prime Macron. Nous, on a travaillé pas mal dessus. À l'époque, on disait qu'il n'y avait que 14% des ouvriers qui l'a touché et qu'en fait, c'est une excuse pour pas augmenter les salaires. Là, il y a une étude qui est sortie, ils disent que 70% des ouvriers l'ont pas touché. Pourtant, le RN avec les macronistes, là, ont beaucoup défendu la prime Macron. Il y a les questions sur la jeunesse, on pourra en parler peut-être dans les questions après, où le RN défend les mêmes positions. Et je pense que sur les retraites, pareil, c'est comment on essaie de mettre en avant sur le fond la question des retraites sur le Rassemblement national, c'est leur silence. Alors, on peut dire que c'était une stratégie, mais je pense quand même qu'on doit mettre en avant ce silence. Ils ont déposé moins d'amendements en séance, en hémicycle,
que n'en a déposé les députés macronistes. Donc les députés du RN avaient moins de choses à dire sur le texte des retraites que n'en avaient à dire les députés macronistes eux-mêmes. Et tout à l'heure, ça me faisait rire parce que vous avez parlé de Sébastien Chenu, et je vois une citation de Chenu qui dit « c'est pas les casserolades qui feront avancer la France ». Enfin, un truc comme ça. Ça, c'était Macron, mais bon, il avait dit un truc du genre ça sert à rien, c'est pas de crier qu'il y a à faire progresser la France. Mais alors du coup, ce qu'il faut mettre en avant à ce moment-là, c'est que c'est pas déposer les amendements qui va faire progresser la France sur le texte des retraites. Ce n'est pas non plus du coup de faire des casserolades, c'est pas non plus de bloquer le pays, parce que le RN avait proposé de bloquer le pays. J'avais même Jordan Bardella proposé justement de ne pas, enfin disait qu'il fallait pas bloquer le pays, mais quand même avec une agilité particulière, il ne faut pas pénaliser ceux qui vont travailler, etc. On peut accorder cette agilité-là. Mais par contre, on sent qu'ils ne veulent pas faire de manifestation. À l'Assemblée, ils ne veulent pas non plus s'y opposer. Et dans le fond, il faut montrer, mais alors qu'est-ce qu'ils cherchent, quoi. Et moi, je pense que ce qu'ils cherchent, effectivement, c'est à chaque fois de rappeler le vote. Et je trouve ça même scandaleux qu'on n'ait pas réussi à le mettre plus en lumière que ça, mais c'était Laure Lavalette, qui est une porte-parole du Rassemblement national, qui disait c'est bon, allez, on arrête de parler des retraites, il faut parler d'autre chose. De toute façon, maintenant, ce sera 2027. Moi, je trouve que c'est quand même un argument scandaleux de dire aux Français, pendant 4 ans, en fait, vous allez pouvoir vous faire bouffer par Emmanuel Macron, parce que tout ce qui compte, finalement, ce sera 2027. Pour moi, c'est des choses à mettre en avant. Peut-être sur... Après, mais vous l'avez dit, et vu que c'est votre sujet, je vais vous laisser aussi revenir, mais c'est effectivement comment on réinvestit le quotidien des gens. Là, pour le coup, c'est vrai que je trouve que François le fait extrêmement bien. Nous, on essaie de le faire à une moindre échelle, mais c'est comment on essaie de reparler directement aux gens. Comment on essaie de... Peut-être des fois, on a une construction qui part pour le faire très schématiquement, du haut de la politique, et ensuite on va aller réfléchir à comment ça s'applique. C'est vrai que comment on fait pour aller voir les gens directement, mais je pense que ça s'inscrit d'une part sur le fond, comment on parle du travail, comment on parle de l'indexation des salaires sur l'inflation, comment on fait en sorte que le travail puisse être rémunéré, qu'il puisse être mieux encadré, mais ça pose à mon sens aussi la question de... je me suis perdu. Ça posait aussi à mon sens la question de comment nous, à gauche, on revient dans les quartiers, certes, mais comment on revient aussi dans les préfectures, les sous-préfectures, comment on réinvestit le travail, comment on revient dans les entreprises. Et ça vient quand même d'un point derrière. Alors on pourrait dire qu'il faut tous se syndiquer et aller travailler sur une chaîne en industrie, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a aussi surtout pour moi la question, c'est comment on fait pour qu'à gauche, on arrive à recréer des cadres de formation comme ça avait pu être fait, à mon sens, à certaines années, et quelques années de ça, par le Parti communiste, dans les cellules, comment on arrive à recréer ça. Et c'est aussi comment on arrive, dans le fond, à retrouver chez nos militants, chez nos cadres, etc., des gens qui en viennent en fait de ce monde-là. Je pense qu'aussi à un moment donné, il y a ce sujet-là. C'est comment ça se fait que la gauche, des fois, incarne une espèce de valeur morale, une espèce de bourgeoisie culturelle, alors que dans le fond, on se doit aussi de représenter surtout les classes populaires qui sont dominantes. Et donc, il faut qu'on aille aussi travailler ça sur le fond, mais sur la forme, comment on devient à nouveau un parti de service, un parti qui rend service aux gens, qui s'inscrit dans le milieu associatif, etc., etc. Mais pour la faire très courte, je pense que sur le fond, on a un travail à faire pour mettre les impostures du RN en avant. Et sur la forme, en fait, il faut qu'on aille tout de suite batailler, qu'on aille aussi rendre des services concrets aux gens, comment on fait pour réinvestir les sous-préfectures, etc. Enfin, je suis beaucoup trop long, donc je termine là-dessus. À vous. Moi, je veux bien revenir d'abord sur l'histoire que vous avez faite de Le Pen. C'est l'histoire de tous les partis populistes de droite radicale. Hein, les travaux de sciences politiques le montrent. C'est ce qu'un grand chercheur avait appelé la winning formula des années 80. C'était la combinaison de néolibéralisme et de xénophobie. Et c'était une winning formula pour gagner des voix et de la visibilité dans les années 80-90, un peu partout. Et puis, les premiers à faire le tourment aussi, c'est les Nordiques, hein, qui vont inventer le welfare chauvinisme, c'est-à-dire on n'est pas contre la protection sociale comme ceux qui étaient libéraux, au contraire on les défend, mais on les défend pour les natifs. Donc c'est la France aux Français, la sécurité sociale aux Français, les emplois pour les Français, mais tous vont faire ça, qui permet d'élargir les constituencies, qui permet d'élargir les votes. Parce que c'est ça la question électorale, c'est qu'on n'est plus dans un vote de classe avec un parti d'une classe. C'est-à-dire qu'il faut vraiment abandonner l'idée parti communiste, parti ouvrier, parti de droite, parti du patronat. Bon, déjà, dans l'histoire, il y a beaucoup de partis de droite qui recueillent du vote ouvrier. Les partis chrétiens-démocrates italiens, allemands ont du vote ouvrier, ce qui les rend dominants. Et la nécessité pour gagner, en particulier dans un pays où les élections sont majoritaires, c'est d'arriver à construire soit une alliance électorale avec plusieurs partis qui
construisent une coalition, soit un parti qui est capable de capter différents électorats et donc de faire ce qu'on appelle les strange bedfellows, pardon, coalition en anglais. Et donc par exemple ce que Trump a réussi à faire, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Trump il arrive à mettre ensemble les riches, les ultra riches, avec les promesses de baisse d'impôts, pas que les milliardaires, hein, les riches. Il arrive à mettre dedans les intégristes religieux du Tea Party avec la promesse sur l'avortement, et il ajoute, ce que le Tea Party ne savait pas faire, les rednecks, donc les travailleurs, les classes moyennes menacées, typiquement en disant my people, you're my people, you work, I know you, etc. Et ceux qui regardent, qui le regardaient, qui arrivent les gens, enfin des choses comme ça. Donc voilà une coalition qui en fait, il arrive à prendre des segments, moi ce que j'appelle les 3 classes de l'économie de la connaissance, hein, les cerveaux très qualifiés, les classes moyennes menacées et les servants, c'est-à-dire les gens, le prolétariat de service. Servants au sens traités comme des servants par les servants. Et donc leur jeu c'est de réunir les 3. Et pour travailler mon Ruffin, j'ai regardé, je vous conseille de le faire si vous voulez savoir de quoi je parlais. J'ai regardé un débat qui a été organisé, il y a, je ne sais pas quand exactement, mais entre Sophie Binet, par Le Vent se lève, et par, je ne sais plus qui, mais par Le Vent se lève en tout cas, entre Sophie Binet et François Ruffin. Le journal Fakir. Et Fakir, voilà. Donc, voilà. Et sur le travail, sur la question du travail. Et c'est passionnant. Et Ruffin, il le dit, c'est que la gauche, dans ce strange bedfellow, elle n'en met que 2, c'est-à-dire qu'elle met des bobos, donc, vous et moi, sur les enjeux culturels, donc le wokisme, le féminisme, l'antiracisme, etc., et y compris la préoccupation bienveillante des très très précaires. Et donc elle met aussi les très très précaires, les très pauvres, les migrants, les choses comme ça, puis on oublie le milieu. Et, enfin, c'est ce qu'il explique, et je pense que c'est vraiment ça. Le problème, pour moi, le problème, c'est que le milieu, il n'a été d'abord identifié que par les partis populistes de droite extrême, d'abord, hein, comme en tant que classe, c'est-à-dire que c'est des gens qu'on disait c'est les classes moyennes, c'est les classes intermédiaires, c'est le marais, donc on s'en occupe pas trop, on verra bien ce qui se passe. Occupons-nous des bobos, les nouvelles valeurs ou les grands précaires, donc on s'en occupe pas forcément. Et puis petit à petit, ces classes moyennes, elles se sentent menacées. Elles sont menacées par la mondialisation, c'est les délocalisations, menacées par l'automatisation, c'est là qu'on remplace, c'est au milieu qu'on remplace les emplois, menacées par la réforme des retraites, menacées par la transition écologique, hein, c'est des gens qui ont un pavillon, mais c'est une passoire thermique, qui ont une bagnole diesel et qui bossent dans des industries carbonées. Donc pour la transition écologique, et il se trouve que pour l'instant, on ne leur parle que dans leur oreille droite. C'est ça que je voudrais dire, c'est que ces gens-là, on leur parle dans leur oreille droite parce que l'oreiller droite, parce que l'extrême droite de SFR, donc elle est rang jaloux des cassos, elle valorise leurs efforts. Et c'est les Français qui se lèvent tôt, des choses comme ça, et elle est contre. Donc elle joue sur le ressentiment, donc on est contre la mondialisation, contre la Chine, hein, Trump était là-dessus, Making America Great Again, et on est contre le climat. Moi ce que je dis simplement à la gauche, c'est qu'ils ont une oreille gauche aussi, ces gens. C'est-à-dire que ces gens-là, ils voient leur salaire qui n'augmente pas. Donc ils ont des fins de mois difficiles, etc. Ces gens-là, ils se sentent menacés qu'un jour ça s'arrête, et quand leur boulot s'arrêtera, ils ne savent rien faire d'autre. Donc ça, on l'a montré, vivante, c'est une catastrophe. Et Merci Patron, c'est aussi ça que ça raconte. C'est que quand l'usine ferme, c'est foutu, c'est fini. Parce que je n'ai pas été formé à faire autre chose, parce qu'il n'y a pas de conversion, parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Et ils savent que leurs enfants n'auront pas une vie meilleure. Et ils n'auront probablement pas exactement la même vie. Donc il y a vraiment un sentiment de déclin de là. Et ça, c'est des problèmes sociaux, c'est des risques sociaux. Et puis ces gens-là, ils souffrent. Ces gens-là, excusez-moi d'utiliser cette expression, hein, mais ces travailleurs souffrent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous le savez sans doute, si vous faites la carte de la pandémie d'opioïdes, vous savez, de cette antidouleur dont on vient accro et dont est mort Michael Jackson et Prince, mais en fait dont meurent des millions d'Américains, des classes moyennes menacées, la souffrance, elle est physique et donc on les a rendus dépendants. Et la carte de la pandémie de l'opioïde, c'est la carte du vote Trump. De ce vote, on va pas dire périphérique, parce que je partage vos préventions, mais pavillonnaires, suburbain, éloigné de deuxième ligne, si on peut dire ça. Mais il faut savoir qu'on a aussi une pandémie d'opioïdes en France.
Il y a beaucoup de gens qui sont dépendants et on le sait pas. Donc je pense qu'ils ont une oreille gauche, c'est-à-dire qu'ils souffrent, ils ont des difficultés, ils ont des salaires, et donc on peut, plutôt que d'essayer de leur parler dans l'oreille droite, qui est de dire il faut haïr les autres, il faut être xénophobe, etc., on peut travailler sur la dimension sociale de leur problème, ce qui peut permettre de construire la coalition. Une dernière note, c'est que la gauche, jusqu'à présent, jusqu'à un certain nombre d'années, ne savait pas leur parler. Soit les ignorait, soit les méprisait. Donc c'est les déplorables de Hillary Clinton, mais c'est aussi Tapi. Tapi fait casser la gueule aux électeurs du Rassemblement National. C'était vraiment un gros mépris, pas seulement pour Le Pen, mais aussi pour les électeurs. Ou alors c'est Valls, c'est-à-dire qu'il va essayer de leur parler, mais dans leur oreillette droite. Et vraiment beaucoup. Donc, je suis raciste comme vous. Vous connaissez la fameuse séquence mettez du blancos. Moi, j'ai fait une fois un déjeuner avec lui au Parlement, il n'était pas encore très connu il y a longtemps. Il se vantait d'être raciste à Ivry, c'est pour ça qu'il avait été élu, il le disait. Moi, alors il disait qu'il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de choses comme ça, mais ça il y a très longtemps. Donc c'est vraiment une stratégie de je repère ces classes moyennes menacées et je leur parle dans l'oreille droite. Je pense que c'est pas digne de la gauche. Mais voilà, il n'y a pas que Valls, il y a les sociodémocrates danois. Il y a en partie les Néerlandais dans le moment. Voilà, donc il y a ici un enjeu très fort, mais je crois qu'ils ont une oreille. On va peut-être ouvrir la salle aux questions. Vous vouliez rebondir rapidement Très rapidement. Très rapidement sur. Je voudrais faire un point sur Biden. Juste très rapidement, je trouve que pour compléter effectivement la question, et ça François, je trouve, le dit bien dans son bouquin, le dernier, là, non c'est pas le dernier, le fond de la Somme, mais pas loin, c'est aussi l'aspect, effectivement, il y a les conditions de travail et le sens au travail vers où on va. Et je pense que c'est comment on va réussir aussi à écrire un récit de qu'est-ce qu'on veut pour le pays, comment on va réussir à unir le pays vers autre chose. Je pense qu'il y a des enjeux qui sont, que si on veut faire le social et l'écologique, enfin quand même, on a une guerre climatique qui est aussi face à nous. C'est comment on fait pour faire cette guerre climatique. Et je pense que c'est là, à ce moment-là, où on peut embarquer les gens sur la question du travail, la question des salaires. C'est comment on va former à cette personne pour aller faire de la rénovation thermique des bâtiments. Comment on va aller former à cette personne pour faire, s'il le faut, des éoliennes, entretenir nos centrales nucléaires, etc., etc. Même si je ne veux pas mettre ça au cœur du débat. Mais voilà, c'est aussi ces questions-là sur comment on fait le sens du travail. Là, j'étais dans une réunion publique sur les déserts médicaux il y a une semaine de ça dans le Puy-de-Dôme, et on peut aussi se poser ces questions-là. C'est comment on fait pour reconstruire notre système de santé. Et je pense qu'il y a tout un tas de chantiers. À mon avis, on est capable de fédérer la population autour de ces chantiers-là. Je veux dire, le travail, on n'en manque pas. C'est pour ça que des fois, quand il y a eu les débats un peu sur bon, est-ce qu'il faut travailler ou est-ce qu'il faut être paresseux, etc., pour moi, c'est presque ni l'un ni l'autre, quoi. C'est qu'en fait, du boulot... il y en a et qu'il faut qu'on fasse société et donc il faut aussi qu'on arrive à se mettre ensemble et qu'il y a des grands défis et comment on arrive à porter un espoir et pour aller répondre à ces grands défis. Je rebondis rapidement sur ce que vous avez pu dire sur aussi la gauche qui avait abandonné à un moment donné La gauche Terra Nova. La gauche Terra Nova, exactement. Quand j'ai vu que c'était Terra Nova qui avait fait la note, j'étais putain, ils sont gonflés. C'est moi qui suis gonflé. Quand j'ai vu ça. Non mais juste sur la gauche, c'est vrai quand même, c'est aussi ça pourquoi aujourd'hui on s'est perdu. Alors c'est pas, il n'y a pas une cause à effet directement, mais il y a quand même ce point-là, on part de loin. On part de loin, il y a le référendum de 2005 qui une partie de la gauche était plus favorable et les gens qui étaient défavorables à la mondialisation, à l'époque on leur disait que c'était presque des racistes, quoi. Enfin, moi je viens d'une famille qui est une famille de classe populaire, ma mère est aide à domicile, dans mon voisinage c'est pareil, enfin c'est de ce profil-là, quoi, qui a toujours voté à droite. Alors vu qu'on a grandi en Corrèze, on a voté Hollande à un moment donné, en 2012, mais c'est parce qu'il était maire de Tulle. Mais c'est-à-dire qu'il a toujours voté à droite, qu'il n'a jamais voté à gauche. Parce que la gauche, elle incarnait ça aussi. Elle incarnait, en 2005, ils nous ont presque insultés quand on était contre le oui. Et il y avait aussi le dernier point, c'est François Hollande aussi. Alors je ne dis pas, moi je ne suis pas du genre à dire c'est vous François Hollande, c'est que de sa faute. Mais c'est aussi là où on vient de loin, il faut qu'on se le dise, c'est que la gauche, elle a un mea culpa à faire. Enfin, moi, j'ai une famille qui, du coup, a voté spécifiquement Hollande, mais plus parce qu'il était corrézien que de gauche, mais qui ont quand même voté pour lui, où ils se sont dit, bon, il y a peut-être un espoir, on va essayer autre chose. Après Sarkozy, qui les a aussi minés, qui a voté Hollande en espérant quelque chose. Et derrière, il ne s'est rien passé. Donc, on vient de loin. Et donc, pour réparer ça, il va falloir qu'on s'investisse très, très fortement. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible aussi parce qu'on est dans des contextes où, à un moment donné, tout le monde le voit aujourd'hui. Je ne pensais pas qu'on arriverait là, mais des gens, même le boulanger de Saint-Priest-Torion sur ma circonscription, qui me parle des ultra-riches.
qui me dit qu'aujourd'hui, lui, sa facture d'électricité, elle passe de 1 000 à 5 000 euros par mois, et il est lucide. Il a bien compris que c'était parce qu'à côté, bon, il y a le marché européen, mais c'était aussi parce qu'il y en a qui se gavaient sur sa levure, sur sa farine, etc., etc. Il sent bien qu'il y en a qui se gavent. Et quand je voyais un sondage l'autre jour qui disait que 83% des Français étaient pour la lutte des classes, enfin pensaient que la lutte des classes existait. Ça ne veut pas dire que demain, il faut aller parler aux Français et dire allez, prolétaires de toute la France, venez avec nous. Mais ça veut au moins dire qu'aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui existe. Et qu'on a peut-être un terreau qui est favorable, nous, à gauche, pour aller parler justement à cette oreille gauche. Juste un petit point sur Biden quand même. D'abord juste parce que vraiment je fais la pub pour cette vidéo, là, ce débat. Fakir le Manslev, parce que ce que vous dites... Biden au débat. Non, mais il ne parle pas de Biden, mais juste pour utiliser la formule de Ruffin sur ce que vous venez de dire, c'est de dire, moi, le vivre ensemble, c'est se faire chier ensemble, et ce qu'il faut, c'est faire ensemble. Vous connaissez ce apparemment, c'est dans son bouquin aussi. Donc c'est l'idée de faire des choses ensemble et de réimpliquer les gens, enfin vraiment, puisqu'il y a l'absence de reconnaissance, l'idée d'être exclu, c'est dire, nous avons tous une mission et vous avez un rôle à jouer. Donc ça, c'est... Non, juste Biden, il a réussi, il a mis les trois. Biden, il a les riches de New York, les démocrates typiques, Bobo, etc., donc représentés par AOC. Il a une partie des Blacks qui sont, enfin, des Afro-Américains qui sont parmi les prolétaires, les services, etc., et d'autres, mais il a rajouté la pièce manquante qui était les travailleurs. Donc il a dit, moi je suis travailleur, moi je vais voir les syndicats, je vais récupérer les rednecks, je vais avoir un programme qui va leur redonner du boulot. C'est un programme protectionniste, et donc là il y a la question des protectionnistes à voir sur le niveau européen. Simplement, je voudrais rappeler ici, et là vous n'allez pas l'aimer, mais que la condition que Biden a posée, il est allé voir AOC, il a dit ok, tu me récupères les New-Yorkais, mais tu ne vas pas trop loin parce qu'il ne faut pas que tu m'aliènes les rednecks. Donc il a mis des limites vous avez tous le combat féministe, des limites à l'universalisme de ce type de combat culturel. Vraiment, hein, enfin, c'est documenté. Il y a un contrat où on dit à chacun pour récupérer les choses, mais on ne dit pas des choses telles qu'on va s'aliéner l'autre électorat dont on a besoin. Et donc c'est une question d'équilibre parce qu'il faut construire des alliances de classe avec des compromis. Et c'est aussi la grandeur d'AOC d'avoir compris, d'Alexandra Ocasio-Cortez pour bien les citer, d'avoir compris aussi les enjeux pour pouvoir gagner. Voilà, je dis ça, je dirais. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Donc on peut ouvrir les questions dans la salle, si quelqu'un veut se lancer. Oui. Ouais, je voulais plutôt réagir à quelque chose que... Enfin, merci pour l'exposé. Vous aviez parlé de l'immigration à un moment en disant, c'est connu depuis Marx, si j'ai bien compris, les effets de réserve du capital, enfin, l'armée de réserve du capital. En fait, ça c'est pas vrai. Enfin, Marx n'a jamais dit que les immigrés étaient l'armée de réserve du capital. C'est quelque chose qui est arrivé bien plus tard, enfin les années 70-80, les premières vagues d'immigration, dans une partie de la France, de la gauche française. Voilà. Et je dis pas que ça parce que j'ai une obsession pour Marx, mais en fait, je trouve que c'est important parce que dire ça, en fait, c'est donner un point à ceux qui disent oui, l'immigration a un effet négatif, a un effet sur le chômage des travailleurs français. Parce que c'est faux, en fait. C'est pas vrai. La présence des immigrés sur le territoire national n'a aucune influence sur le taux de chômage. Et il y a des études économiques, sociologiques, qui me semblent, qui a démontré ça. Et je pense que c'est important, de répéter ça, en fait, de ne pas laisser cette croyance-là, même inconsciemment, s'imposer. Voilà, c'est juste pour souligner. Moi, on n'est pas d'accord, et donc on va prendre les textes qu'on va avoir, mais si je ne m'abuse, c'est le concept d'armée de réserve, c'est bien Marx qui le développe, on est d'accord? Et à qui il pense alors? Il parle des chômeurs, en fait, des gens qui ne sont pas employés. Ouais. Et il dit que le patronat utilise ça en fait pour faire un chantage à la baisse sur les salaires. Et ça, en fait, les études économiques, sociologiques montrent qu'il n'y a pas d'effet comme ça de la part de la présence des immigrés en France. Moi, ok, mais donc mettons qu'il parlait des chômeurs et pas des migrants, mais que d'autres après on lie la chose. Et je pense qu'il y a, en tout cas moi, si on veut comprendre la politique, il est très difficile de dire c'est pas vrai parce que les faits disconfirment ce que vous dites, puisque comme vous l'avez dit, là en politique, ce qu'on apprend, c'est que Marine Le Pen est celle qui dénonce le plus les plus riches et qui va augmenter le SMIC. Et vous avez beau dire c'est pas vrai, une fois que vous avez construit une représentation, ça existe. Et donc
Moi, ce qui me semble, c'est moins, mais c'est mon avis, vous ne le partagez pas, et c'est vous qui allez faire l'avenir, mais plutôt que de dénier un certain nombre de discours et de croyances, c'est de dire elles sont là, et quelles sont les solutions pour les contrer. Donc, ce n'est pas le valider que d'en parler, c'est juste de dire il y a un certain nombre de points dans ce que vous dites qui ne sont pas vrais, et d'autre part, il y a des actions qui sont possibles autrement. Moi, ce que je sais, c'est que vrai ou pas vrai, il y a cette croyance, et d'autre part, il y a, y compris à gauche, dans certaines gauches, la volonté de stopper l'immigration pour éviter la concurrence. Après, on reviendra sur les textes pour essayer d'être sûr que vous avez complètement raison et que j'ai complètement tort. Merci, bonsoir à tout le monde. J'avais juste une petite question par rapport du coup, au contexte de la réforme des retraites. Parce que comme on parle de mobilisation des classes populaires et des France périphériques, on va dire, on vit un moment où l'action syndicale a été extrêmement forte, les syndicats se sont beaucoup mobilisés, ils ont ressorti des quantités de gens qu'on n'avait plus vus et qu'on n'espérait plus depuis des années et des années. Et en même temps, certains partis, comme par exemple le Parti communiste, commencent à se poser la question de reformer des cellules d'entreprise. Du coup, moi, ma question, c'était quel bilan vous tirez de l'action des syndicats qui ont beaucoup mobilisé et qui, pour l'instant, on espère que ça changera, mais entre guillemets, ont peu obtenu. Est-ce que vous avez peur d'un effet de démobilisation, de dégoût, qu'on se dise, en fait, même quand ils sortent à 3,5 millions, le pouvoir n'en a tellement rien à faire que ça sert à rien et autant aller tout de suite vers 2027, en fait, et qu'on adhère à un discours qui est la valette par défaut? Ou est-ce qu'au contraire, on peut capitaliser peut-être sur un besoin de rebond et un besoin d'organisation collective, et si on va vers cette deuxième option, comment on fait, comment on va chercher les gens là où ils sont, quoi, dans l'entreprise, dans l'administration, dans le service. Merci. On va très assez rapidement pour laisser aussi d'autres réponses. Sur les syndicats, donc effectivement, c'est plus 50% des adhésions, me semble-t-il, dans des centrales syndicales depuis le début de la réforme des retraites, et en même temps, on va dire, bon, ils n'ont rien obtenu ils n'ont rien obtenu. Déjà, quand même, je pense que c'est parce qu'on est aussi à un autre moment dans le pouvoir. Je crois qu'on est sur autre chose, là. On est un peu sur... on est à ce qui se rapproche le plus d'un thatcherisme. On est un peu dans cet ordre-là. C'est aussi pour ça que c'est pas tant qu'ils n'ont rien obtenu parce qu'ils auraient mal négocié, il n'y a pas eu assez de monde en manif, c'est qu'on est sur autre chose. On est sur un gouvernement qui est en train de partir sur une espèce de libéralisme autoritaire clair, où ils pensent qu'une bonne réforme, c'est une réforme, on a bien maté les gens. Et donc c'était Mathieu Slama qui écrivait ça, qui est un essayiste et qui bossait un peu sur la liberté publique notamment. Donc il y a ce sujet-là. Après, il y a quand même un point, c'est que est-ce que les syndicats ont peu obtenu sur la réforme des retraites? Peut-être. En tout cas, je ne sais plus, j'avais vu un chiffre qui était passé, et moi dans mon coin ça a été le cas. J'ai jamais vu autant de lutte pour les hausses de salaire qu'il y en a eu durant la réforme des retraites. Alors faudrait aussi vérifier à l'échelle nationale, mais j'avais vu qu'il y avait eu tout un nombre de petites grèves dans des coins. Là. Je sais qu'il y en avait eu, c'est les sous-traitantes dans une centrale nucléaire là, à Civaux. Moi j'ai eu les Valéo chez moi, j'ai eu les Legrand aussi. Enfin, quand je bossais avec François, on avait souvent ce cas, j'ai jamais vu en tout cas autant de luttes. Je pense que tout de même, alors après à voir quand ils gagnent, j'espère que ces luttes-là, si elles sont victorieuses, vont être bien mises en avant. Il y a quand même cette chose-là, c'est que finalement Emmanuel Macron, il a réussi à faire, on pensait que le pays était complètement amorphe, et avec le Covid, etc. Et lui, il a réussi, on pensait qu'il allait le fracturer, il a réussi à l'unifier contre lui. Et il a réussi à redorer le blason des syndicats, je pense, dans le fond. Après, pour les gens qui ne se sont pas syndiqués, qui sont un peu loin de tout ça, du monde de l'entreprise, je pense qu'effectivement, ça peut être compliqué parce qu'eux n'ont rien obtenu, on pourrait imaginer, grâce au syndicat. Alors après, c'est pas tout à fait fini quand même, cette bataille sur les retraites. Comment on fait pour aller toucher les gens? Moi, j'avoue, alors je ne vais pas vous dire comment on fait, mais je vais vous dire c'est dommage qu'on ne l'ait pas fait. Mais ça, c'est le Yaka Faucon classique. Mais j'avoue que moi, j'ai juste un tout petit point de frustration, mais qui est de ma faute en partie, parce que même localement, je n'ai pas réussi à le faire. C'est que je regrette peut-être que dans cette bataille contre la réforme des retraites, n'ait pas émergé des collectifs, des lieux de discussion en tout cas entre les salariés, les manifestants, etc. Il y a l'Assemblée Générale de syndicats, il y a l'Assemblée Générale de certaines assos, et je regrette ça que ça n'ait pas émergé. Alors je ne dis pas qu'il fallait refaire nécessairement un nuit debout, mais j'avais le sentiment en tout cas qu'à d'autres moments, il y avait plus de discussions, même pendant les Gilets jaunes, qu'il y avait eu plus d'Assemblées Générales populaires et qu'on avait discuté. Alors après, c'est aussi parce que
Parce qu'en même temps, on avait une intersyndicale forte, et c'est ça qui a permis aussi d'avoir du monde dans la rue. Je pense que si ça n'avait pas été intersyndical, on n'aurait pas eu autant de monde. Donc c'est qu'est-ce qu'il fallait faire. Honnêtement, voilà, c'est un peu facile de dire ça, mais j'ai quand même toujours ce regret de me dire, il ne faut surtout pas que les gens repartent de cette bataille-là comme ils en sont entrés. En se disant, bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant 4 mois, on a marché. Et puis voilà. Donc bon, c'est mieux pour les BPM et tout ça, mais en tout cas, ça règle pas le souci profond. Moi, c'est ma crainte. Et donc nous, notre enjeu là-dedans, à nouveau, pour faire peut-être des phrases un peu générales, c'est Robin qui est juste là, qui est venu en revienne ce week-end et qui a dit à mes militants, l'enjeu, c'est que les gens ne rentrent pas chez eux. Moi, c'est vrai que c'est ça. C'est comment on fait pour que les gens ne rentrent pas chez eux. Comment on va faire maintenant sur les prochaines manifs pour essayer de vite je sais pas si c'est pressant, mais en tout cas, de faire adhérer les gens aux syndicats, aux organisations politiques, aux associations, etc., pour qu'on puisse continuer de les voir. Et ensuite, pour intégrer les syndicats, les administrations, les gens qui travaillent, le problème, c'est qu'il n'y a pas... j'ai pas de baguette magique. C'est d'une part comment on arrive à leur parler directement, à ce qui les touche concrètement sur la hausse des salaires, sur les conditions de travail, mais c'est aussi, il faut qu'on ait des gens qui en viennent. Il nous faut des gens qui viennent de ce milieu-là. Et c'est peut-être un peu... moi, je ne suis pas du tout du genre à dire qu'il faut sauter d'élection en élection. Enfin, je déteste ça. Je déteste aller voir les gens pour leur dire d'aller juste voter pour nous. Mais je pense qu'on va avoir des élections intermédiaires aussi. C'est comment nous, les partis à gauche, on arrive aussi à mettre en place certaines structures pour que dans nos élections municipales, nos régionales, nos départementales, on arrive à former des cadres intermédiaires, qu'on ait des salariés, des ouvriers qui accèdent à ces postes à responsabilité. Donc après, à mon avis, derrière, c'est comme ça qu'on va réussir à construire, on va réussir à parler aux gens. C'est avec des gens qui en proviennent. Des fois, je dis souvent, dans mon équipe, on n'aime pas, je dis des fois, il faudrait moins de modés et plus de kékés. C'est-à-dire que moi qui ai été collaborateur parlementaire, moi j'aime dire que c'est faux, parce que vu que j'ai commencé à cotiser à mes 16 ans, donc j'essaie de dire que c'est un peu différent. Mais il y a de ça aussi, quoi. C'est comment on arrive à avoir sur les élections intermédiaires, simplement à structurer et à avoir des gens qui proviennent en fait de ces milieux-là pour porter leur propre parole à eux, mais leur parole, on va dire, basiquement de classe, mais en tout cas au moins leur parole de salariés. Sur l'effet de dégoût, moi je le crains énormément. C'est-à-dire que, en tout cas, je souscris complètement à l'idée que c'est un moment ça ne fait rien, puisque Thatcher, ce qu'elle a réussi, c'est à tuer les syndicats pour au moins 20 ans en Angleterre, parce qu'elle leur a dit, vous faites le grève pendant 1 an et demi, rien à foutre, vous n'aurez rien. Et donc après, les gens étant rationnels, ils ne vont pas se remettre en grève, parce que ça rapporte rien. Et donc il y a effectivement ce risque-là. Et d'ailleurs, les leaders syndicaux n'ont cessé d'en parler, c'est-à-dire de dire, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites, là on est raisonnable, on est nombreux, etc. On respecte les règles du jeu, vous ne nous donnez rien, donc et vous avez donné beaucoup à la violence des gilets jaunes. Donc si les gens sont rationnels, ils disent, bon il faut casser pour récupérer quelque chose qui a... Mais c'est pas seulement le casser qui est problématique, c'est de faire autrement, de ne pas passer par les syndicats, par les partis, en tout cas par les partis existants, et donc toujours la même conclusion, donc on va aller du côté de ce qu'on n'a pas encore essayé, ceux qui disent qu'ils vont faire turbuler le système, etc. Donc moi je le crains, mais en même temps, on n'est pas en 1980, on n'est pas dans les années 80, et donc je pense qu'il faut, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, parce que je suis fatigué, c'est ma 3e intervention de la journée, donc si je me répète, vous m'arrêtez. Mais les travailleurs, parce que le Ruffin il dit aussi qu'il faut arrêter de dire salarié, c'est passif, il faut dire travailleur, c'est actif. Je suis aussi d'accord, il arrête de dire je suis d'accord avec vous tout le temps quand même. Il y a des points de désaccord. Mais le truc, c'est que les travailleurs sont en condition de relever la tête. Et pas seulement en France. Je l'ai pas dit ? Non. Donc ça va, je peux y aller là, je peux dérouler ça. Donc on n'est pas dans les années 80. Au début, dans les années 80, on est à un moment où les néolibéraux saisissent l'opportunité pour fracasser parce qu'ils ont... c'est la fenêtre d'opportunité. Keynes est mort, la gauche ne sait pas faire autre chose que le keynésianisme. Il dit, bon, revanche, Friedman, Hayek et compagnie, on y va. Et puis ça déroule et ils font ça bien parce qu'ils avaient préparé pendant 30 ans, donc ils étaient bien prêts. Là, les circonstances sont quand même assez différentes. Parce que justement, pendant 40 ans, les travailleurs, ils ont dû baisser la tête. C'est-à-dire qu'ils ont dû accepter l'intensification du travail, les bouleversements du management. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la pression à la mondialisation, on a délocalisé. Il y a la pression à l'outsourcing, à la sous-traitance. Hein, donc on en parlait l'autre jour, mais il y a 25% des salariés en France qui travaillent dans une entreprise sous-traitante.
Le principe de la sous-traitance, c'est j'obtiens la même chose mais moins cher. Et comment je l'obtiens moins cher? Eh ben parce que je demande à l'entreprise de me le fournir moins cher, et l'entreprise sous-traitante pour le faire moins cher, c'est des salaires plus bas, moins de protection sociale, moins de vacances, etc. C'est vraiment de la chose. Donc on baisse la tête parce que sinon on va tomber là-dedans, on va aller au chômage de masse, chômage de longue durée, et donc on accepte parce qu'on reste. On n'est pas viré, on n'est pas sous-traité, donc on reste, donc on accepte l'intensification du travail, une productivité qui est particulièrement forte en France, mais en fait on le voit partout dans les pays occidentaux. Et ça, c'est 40 ans de dégradation des conditions de travail, d'intensification du travail, une productivité acquise moins par la créativité, par une nouvelle organisation que par l'intensification. Or, là, au cours me semble-t-il, des 3 à 5 dernières années, les conditions sont en train de changer. D'abord, il y a des conditions démographiques. C'est comme Macron il dit le chômage baisse grâce à nous. Faut rappeler qu'on avait 300 000 entrées sur le marché du travail des jeunes jusqu'à 5-7 ans. Maintenant, c'est plutôt 100 000. Donc ça aide quand même pour les résultats du chômage. Vous avez beaucoup moins de pression, et donc on rejoint les situations allemandes ou suédoises où la pression démographique, elle est en faveur des salariés des hommes. Puisque quand on met en avant ça, on raconte que c'est pour ça qu'il faut faire une réforme des retraites, mais on oublie que du coup, il y a moins d'actifs, et donc les actifs présents, ils ont plus de capacité de négociation parce qu'ils sont moins nombreux. Donc il y a ça, la tendance démographique à rappeler. 2, le Covid. Le Covid, ça a mis de la distance par rapport au travail, ça fait une pause, et des gens se sont posés des questions. 3, le télétravail. Donc on s'est donné les moyens de flexibiliser, de choisir le moment où on travaille, où est-ce que je travaille, comment je travaille. Si vous additionnez tout ça, et l'inflation qui crée des conditions de ne pas être content, si vous additionnez tout ça, vous avez aux États-Unis, au Canada, le quiet quitting, la grande démission. Donc des gens qui disent, moi je suis plus prêt à travailler dans ces conditions. Vous avez en Allemagne et en Angleterre, si vous voulez continuer à me faire travailler dans ces conditions, vous augmentez les salaires. Moi je suis plus prêt à accepter la modération salariale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a des grèves en ce moment en Allemagne. Et les Allemands, c'est quand même rare qu'ils fassent grève d'une part, et surtout qui contestent la modération salariale. Vous savez que la modération salariale, c'est la condition du succès du modèle économique allemand, exportateur, et les syndicats de salariés, les salariés étaient prêts à l'accepter parce qu'ils savaient qu'il y avait du boulot et du succès à l'allemande à la clé. Là, ils n'acceptent plus dans ces conditions. Les Anglais, donc là où on disait Thatcher les a tués, maintenant les syndicats sont capables de mobiliser, donc il y a un revival. Et donc voilà, le mouvement français, il n'a rien. Moi, c'est ce que je réponds aux journalistes étrangers qui disent non, mais quand même, vous les Français, vous êtes bizarres, etc. Je dis, c'est rien de bizarre, c'est un mouvement mondial. Pas mondial, c'est un mouvement occidental. Pas mondial, occidental, post-industriel. Mais et il faut comprendre les équivalences fonctionnelles du quiet quitting, des grèves allemandes et de la protestation. Clairement, la protestation, c'est pas une protestation contre une réforme des retraites, c'est pas une réforme des retraites. Ça change quasiment rien au système de retraite. C'est une réforme qui dit qu'il faut travailler plus. Et les Français, ils ont dit, dans ces conditions, dans les conditions de travail actuelles, je ne veux pas travailler plus longtemps. Voilà. Ils n'ont pas dit qu'il ne faut pas travailler. Ils n'ont pas dit pas dans ces conditions. Voilà, c'est vraiment ça. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Le contexte est différent de celui de Thatcher. Alors moi, je suis désespéré. Et puis j'ai perdu, je vais vous dire, un certain nombre de bouteilles de champagne parce que j'étais sûr qu'il allait le retirer. Donc, ne vous fiez pas à mes prédictions politiques. Je me plante. On me dit, t'as rien compris à Macron. Et c'est effectivement, je n'ai rien compris. Il est bien taré, quoi. Enfin, bref. Je ne pensais pas qu'il était autant que ça. Voilà, bon. Toujours est-il que ça, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour l'effet de dégoût, pour l'effet de la seule alternative, c'est d'aller ailleurs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'indéniablement, il y a un problème avec le travail. En France, en fait, moi, je vous dis, c'est pas que en France, mais en tout cas en France, et tout le monde l'a admis, Macron comme Elisabeth Borne, et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir parler du travail, et que donc il faut se ruer sur cette question-là, vraiment, ne pas laisser ça au Rassemblement national, il faut se ruer là-dessus, parler de ça, documenter, lire les travaux des sciences sociales, raconter les histoires de Marivonne et je ne sais plus comment elle s'appelle, toutes celles qui citent, du cariste, de l'aide-soignante, etc. Enfin, l'incarner par des stats et des études, et l'incarner par des histoires de vie, comme là aussi Ruffin le fait. Encore une fois, qu'il ne soit pas le seul à le faire, sinon ça ne va pas suffire. Merci beaucoup. Là, on prend toutes les... Ouais, on prend autre question. Moi, ma question, c'était plus pour Damien Maudet. On a parlé de ce que serait la méthode Ruffin en parlant davantage du réel et du social pour aller chercher ses électeurs. Et peut-être, Damien, toi, sur ta campagne,
quels arguments tu as pu faire entendre en porte-à-porte, ou je sais pas, en tout cas qui ont marqué les gens, éventuellement qu'on peut faire pencher la balance de son côté. En tout cas, peut-être pour qu'on comprenne mieux comment ça se matérialise concrètement, cette façon-là d'aller chercher des classes populaires. Une deuxième question, au fond. Je disais face au constat que vous dressez, comment est-ce comprendre la phrase de François Ruffin, je suis social-démocrate? Est-ce qu'on part sur un grand écart assez large, ou bien est-ce qu'on est assez flexible pour le tenir, ou bien est-ce qu'il y a une tentative qui finalement ne va peut-être pas se prolonger dans la durée? Merci. Avec l'imaginaire collectif que ça sous-tend derrière le mot social-démocrate, évidemment. Vraiment social et vraiment démocratique. Merci beaucoup. Et dernière question. Pareil pour Damien, du coup, je viens de l'Allier, personne qui se passe très loin de la Haute-Vienne, et on a un peu eu le même problème, une montée du RN flagrante, mais vous avez eu plus de chance que nous, puisque en Haute-Vienne, c'est de la gauche qui a gagné majoritairement, et dans l'Allier, la circonscription du premier maire socialiste du monde, Christophe Sivrier, est tombé dans du RN, c'est de Joris Beauvais. Et juste en termes de vision, comment la NUPES peut parvenir à la fois à ne pas arrêter de maintenir une diabolisation du RN, puisqu'on doit la maintenir et il faut qu'on ait des dits qui ne cèdent pas, mais parallèlement, on se rend compte que dans la tête des gens, de plus en plus, cette stratégie fonctionne, de dire on n'est plus extrémiste, on n'est plus d'extrême droite, on n'est plus raciste, etc. Et les gens qui votent RN ou qui sont plutôt apolitiques, ou se revendiquent apolitiques, vont vous répondre ça aujourd'hui. Et donc dans ce cas-là, comment est-ce qu'on incarne une stratégie différente pour mener de front ces deux choses-là? Et également, qu'est-ce que vous pensez de la stratégie de front de classe qui à une époque était évoquée pour justement qu'on parle à la fois au CSP qu'on a majoritairement, il semble-t-il, gagné avec la NUPES, mais l'autre pilier est complètement absent, ou du moins est très minoritaire dans les votes actuels. Merci. Dernière question. Ultime. Dernière question, si c'est possible, surtout pour vous, M. Maudet. Moi, je me demandais, pour ce qui est des candidats et des candidates du Rassemblement national pour les législatives de cette année, pour l'exemple de ma circonscription, vous posez une circonscription de l'Isère, et en fait, il y a une candidate RN qui sans même vraiment faire campagne, en plus il y a une faute d'orthographe affreuse dans son propre nom, dans sa propagande, qui ne se présente pas dans les invitations de plateau télé, réussit quand même à faire 18%, ce qui prédit quelque chose de pas sympa en 2027. Et je me demandais si vous, sur le terrain, vous aviez constaté un désengagement des candidats et candidates RN, qui était surtout là pour incarner le parti dans tous les circos, ou si parfois, lorsqu'on sentait que la circo était gagnable, il y avait un investissement. Bon, je vais faire vite, comme ça je laisse aussi un bout. Sur comment est-ce qu'on a fait campagne. Déjà, moi, je le dis assez modestement, c'est qu'on n'a pas retourné la circonscription. Enfin, on l'a retourné dans tous les sens, mais ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on a réussi à moins perdre de voix entre 2007 et 2022 que les autres. En fait, c'est le sentiment en tout cas. Mais ça, je veux dire, ceci marque quand même une grosse campagne. Je ne dis pas qu'on est juste resté en statu quo et en boule à espérer que les gens votent pour nous. Mais quand même, c'est important de le dire. Parce que ça rejoint un peu ce que vous avez dit tout à l'heure sur la candidate RN, elle ne fait pas campagne, elle fait 18%. Moi, ça me rappelle mon ancien chef quand j'étais chez François. Il avait un ami qui avait été candidat Modem en 2017, qui n'habitait pas sur la circonscription, qui avait été candidat pour dépanner, parce qu'à un moment donné, les investitures sur Emmanuel Macron, ils faisaient des vidéos, je crois, qu'ils envoyaient aux centrales, etc. Ouais, je sais plus comment. C'est Delvoye qui s'est. Ah ouais, c'est vrai. Donc, du coup, voilà, ils envoyaient ça. Il se retrouve candidat Modem sur une circonscription où il ne met pas les pieds, où il ne met vraiment pas les pieds, et il se retrouve au second tour. Et bon, il perd 55-45. Enfin, on se dit, c'est quand même incroyable. Il y a quand même des effets aussi sur les campagnes électorales qui font à un moment donné que la présidentielle, elle entraîne aussi derrière la législative, quoi. Après, c'est comment on fait pour influer sur les quelques marges qui nous restent. Il y a un film qui s'appelle Inconnu à Fréjus, qui avait été fait par des politistes du CEVIPOF, mais je sais plus qui c'est, qui avait son je sais plus, j'ai un trou, mais qui montrait pareil une candidate macroniste parachutée, un candidat au Rassemblement National bien implanté dans une ville qui votait RN, et le maire était communiste de la ville. Et du coup, la gauche était un communiste qui était rentré depuis très longtemps. Et bref, à la fin, c'est la macroniste qui gagne, qui était totalement inconnue, alors qu'elle a quasiment pas fait campagne, quoi. Donc, il y a aussi ces effets-là, il y a des effets d'entraînement. Mais alors c'est clair que par contre, alors nous, de notre côté, enfin ce qu'on a fait, nous on a mené campagne, et c'est vrai que, alors pour avoir bossé beaucoup avec François, c'est sûr qu'on a envie de, enfin mener campagne, j'en aime bien faire ça, et donc on l'a mené, clairement nous ça a été énormément de porte-à-porte, d'aller voir les gens, mais ça dépend où on va. Enfin il y a honnêtement il y a des endroits, moi je savais qu'en quartier populaire,
là où il y avait eu des forts votes Mélenchon, il était évident que l'idée c'était de mobiliser. Il y avait un maire socialiste chez moi qui m'a dit vous savez, de toute façon, pour gagner, il n'y a pas de miracle, c'est démobiliser les autres, mobiliser les vôtres. Donc il y a un moment donné, nous on est allé là où ça a évidemment beaucoup voté pour nous pour les remobiliser, mais des fois il suffisait, avec un fort vote d'adhésion pour Jean-Luc Mélenchon, de dire qu'on était le candidat de Jean-Luc Mélenchon, c'était important d'aller voter, etc. Ça c'est clair. Après il y a d'autres endroits, sur des zones pavillonnaires, où les gens, on avait fait évidemment des gros scores à la présidentielle, mais n'étaient pas tout à fait attentifs de la même manière quand on parlait de Jean-Luc Mélenchon. Et là c'est clair que là c'est presque des fois on a l'impression de mener deux campagnes. Et la campagne qu'on mène à cet endroit-là, moi je me souviens, on a fait imprimer un paquet d'affiches où il y avait écrit « Batte Macron ». Batte Macron, batte Macron, batte Macron. Et on avait juste écrit en petit en bas qu'on était candidat de ça pour se faire rembourser pour les comptes de campagne et l'élection. Mais en vérité, c'est aussi ces stratégies-là qu'il faut réussir à mettre en place. C'était d'une part un vote d'adhésion pour Jean-Luc Mélenchon, notre candidature, mais aussi de l'autre, nous on savait qu'il fallait être un bâton face à Macron. La chance que j'avais moi aussi, c'était que sur ma circonscription, c'est une circonscription plutôt historiquement de gauche. Même si le RN, chez moi, ils ont fait 18% aussi à la législative, mais plutôt historiquement de gauche. Donc je savais qu'en remobilisant en disant battre Macron, ça faisait pas sens tout de suite à dire qu'il fallait voter RN. Il y avait plutôt quand même, vu que la gauche arrive toujours au second tour, etc., ça pouvait plutôt voter à gauche. Et le deuxième point, mais ça c'est pareil, pas de miracle, mais nous je sais qu'on a mené une bonne campagne sur faire des fêtes populaires, soit dans les quartiers ou dans les villages. Alors ça marche pas toujours, des fois on se trouve à 5 sur une place, quoi. Mais c'est vrai qu'on a été beaucoup là-dessus, quoi. On a organisé beaucoup de matchs de foot, beaucoup de concerts, avec des gardes d'enfants. Nous, il y avait le film à l'époque aussi de François, qu'on avait notamment sur les aides à domicile, qui parlait beaucoup du milieu du monde du travail aussi. Donc il y avait de ça aussi. Nous, c'est quand même la stratégie aussi. Moi, parce que déjà dans la campagne, je me disais, j'aime pas toujours faire. Enfin, c'est que j'aime bien faire campagne, mais je déteste aller voir les gens et juste leur dire votez pour nous, parce que je me dis, si on perd, qu'est-ce qu'ils ont gagné, quoi. Et donc je me disais, il faut leur rendre service tout de suite. Et leur rendre service tout de suite, pour moi, c'était, je leur disais, bon, de toute façon, venez, on prend les entretiens, on discute, parce que comme ça, je profite de la campagne pour faire monter vos sujets, vu qu'on avait une fenêtre médiatique. Et puis, on fait campagne et on fait une fête en bas de chez vous, on va faire un match de foot. Comme ça, j'avais l'impression, moi aussi, d'apporter quelque chose de très concret aux gens, d'apporter un peu d'animation dans des quartiers ou des villages où c'était, où il y avait pas, où même le monde associatif s'est un peu écroulé depuis la période Covid. Sur le social-démocrate. Bon, déjà, dans l'interview de l'Obs, pour le pardonner peut-être, dans l'interview de l'Obs, il dit à aucun moment qu'il est social-démocrate. Mais il dit, je suis réellement, c'est que la une, c'est je suis social-démocrate, mais il dit, je suis réellement social et réellement démocrate. Je vais pas beaucoup plus loin que ça, moi je trouve que c'est, enfin, moi je l'aurais sans doute pas dit comme ça, mais en gros, pour moi, je le vois plus comme une espèce de pied de nez de ce qu'est la social-démocratie, ça devrait être ça, être vraiment... j'ai plus l'exemple, mais être social, donc aux antipodes d'Emmanuel Macron, agir pour les gens, etc. Et le côté démocrate, parce qu'on est dirigé sous 49.3, etc. Que lui, François, défendait beaucoup le RIC, et il défendait aussi même le mandat révocable, à tel point que lui, au milieu de son mandat, le dernier mandat, il avait fait passer une pétition pour proposer aux gens de le destituer, quoi. Donc c'est pour ça, je pense que social-démocrate vient de là. Après, est-ce que moi j'aurais choisi ce terme-là en sachant que derrière, on peut se faire aussi un peu pas allumé, mais en tout cas il y a aussi une bataille culturelle, quoi. Il essaie de reprendre ces mots-là, quoi, qui ont été dévoyés. Je pense que c'est ça, mais je ne veux pas trop parler en son nom parce que moi je ne l'aurais pas forcément dit, mais donc voilà, je crois que c'était à peu près tout. Il y avait la question du front de classe, mais c'est-à-dire c'était de mener bataille pour que les deux... c'est la vieille recette socialiste 77, avant l'élection de Mitterrand en 81, de dire il faut qu'on parle à tout le monde, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui, et donc comment on met en commun à la fois des classes auxquelles nous parlons, qui sont les CSP+, c'est la salle ce soir en est l'exemple, et comment on parle aux banlieues et aux milieux ruraux, aux France périphériques également, celles dans lesquelles il y a de l'abstention, ou alors un vote Rassemblement national qui est très important. Je pense que c'est ce que vous avez très bien dit tout à l'heure, c'est les questions à soulever. Moi je pense que la question du travail, effectivement, qu'est-ce qui est au centre de l'attention des gens, quoi. Je pense que la question du travail, du pouvoir d'achat, même largement à mon avis de l'écologie aussi, de la santé, etc. Il y a tous ces sujets-là qu'il faut porter. Il y a aussi, je l'ai déjà dit, mais en gros c'était pour moi quand même ce qui est essentiel, mais ça c'est pas du temps court, quoi, mais je pense dans le fond qu'on a vraiment un très gros intérêt, et c'est pas parce que vous êtes à Sciences Po, moi j'ai fait aussi des études supérieures, etc., où on voit de moins en moins, plus on avance, moins on voit d'enfants d'ouvriers, mais je pense quand même qu'on a vraiment tout intérêt à réfléchir de comment on va faire pour que nos partis se structurent, quoi, pour intégrer des gens de classe populaire et des ouvriers, des salariés, des travailleurs dans nos organisations politiques. Parce que c'est comme ça qu'on arrivera à parler aux gens. Moi, je pense que j'ai été traumatisé étant plus jeune de la gauche, c'est ceux qui jugent, quoi, en gros.
La gauche, c'est les pédants des villes qui sont en train de, qui veulent absolument changer des modes de vie, etc. Parce qu'en fait, c'était pas tant sur le programme, c'était plus qui représentait la gauche. C'était plus ça, quoi. Donc je pense que c'est une conjonction, enfin, plutôt faut rassembler tous ces éléments-là. Mais pour le court terme, à mon avis, voilà, je pense qu'il y a d'une part montrer l'imposture qu'est le RN, mais d'autre part, il faut qu'on renforce aussi nos organisations politiques, syndicales, associatives, parce qu'il y a quand même une grosse bataille culturelle de comment on occupe l'espace. Alors il y a d'une part, parce qu'en fait en face on a des vraies organisations fascistes qui s'organisent, ça c'est une chose, mais aussi c'est comment derrière on arrive à réoccuper l'espace en faisant ce type de conférences, en allant de plus en plus dans les quartiers, les campagnes. Au début on va se prendre des bananes, quoi. Au début il y aura personne, mais c'est comment on fait, voilà, pour occuper l'espace, pour réhabituer les gens aussi à voir la gauche dans leur coin. Je vous laisse... Moi je veux pas avoir le dernier mot parce que je suis mal placé là pour répondre, parce que d'abord je suis un social-démocrate assumé et revendiqué, donc voilà. Mais moi je voudrais juste rappeler les contraintes politiques dans lesquelles on se trouve en France, c'est que c'est un système majoritaire. Donc c'est pas un système proportionnel. Un système proportionnel, c'est plus facile de faire une front de classe ou des classes coalition, puisque vous avez chaque parti qui va attirer un électorat, et puis après on se met d'accord, on gouverne ensemble et on a un contrat de gouvernement. Donc peut-être que si on est dans la 6e République, on arrivera à le faire. N'oubliez pas la difficulté du passage à la 6e République, c'est qu'il faut que les gagnants de la 5e République acceptent de se faire un harakiri pour lancer la 6e République. Et histoire d'être sûr que vous détestez tous, donc d'éviter l'incarnation d'un seul homme et un comportement patriarcal dominant de JLM. Donc, qui est vraiment 5e République, quoi, qui n'est pas du tout 6e République. Bon, et moi j'ai trouvé que Ruffin, pour le coup, là encore une fois, a bien répondu au piège du tweet en disant on va faire une équipe. Donc déjà c'est plus 6e République. Toujours est-il que ça c'est la première contrainte, on est dans du majoritaire. Et dans du majoritaire, moi, ce que j'ai essayé de théoriser dans les choses, c'est le consensus ambigu. Le problème, c'est que vous devez rassembler des gens qui n'ont pas les mêmes intérêts, qui n'ont pas forcément les mêmes compréhensions, autour de, si ce n'est d'une coalition, en tout cas d'un parti. Et donc, vous pouvez le faire, quand il n'y a pas trop de médias, de trucs sociaux, vous le faites à la Chirac, c'est-à-dire qu'il va raconter des choses très différentes aux différents gens, et puis il n'y a pas de journaliste pour dire, mais vous avez dit ça ici, ça là, il y a des contradictions, sauf qu'on peut moins le faire avec les réseaux sociaux. Et du coup, il y a besoin d'être synthétique, au sens où vous allez rassembler sur vous des gens qui n'ont pas les mêmes intérêts. Et donc n'oubliez pas ça dans des postures, comme je disais, radicales par moment, parce qu'une posture radicale qui vous fait plaisir, elle va faire partir d'autres gens. C'est ça que Biden a dit à AOC. Tu lui as pas dit tais-toi. Il a dit fais en sorte que tu continues de ramener les électeurs dont on a besoin, les électrices dont on a besoin, mais pas si fort que ça me fasse fuir les rednecks. Voilà. Donc, moi, c'est pas un conseil que je donne, c'est de vous rappeler la contrainte d'un système majoritaire, c'est qu'il faut arriver à mettre ensemble des gens qui, a priori, pas forcément les mêmes opinions, les mêmes visions, les mêmes préoccupations centrales. Et bon, moi, je parlais de l'oreille gauche, parce que voilà, c'est quand même que autour du travail, etc., là, il y a possibilité de trouver des arrangements, mais n'oubliez pas les contraintes du système majoritaire, si vous voulez en assurer les uns pour ne pas perdre les élections. Donc, moi, j'ai appelé ça ambiguous agreement. Merci beaucoup pour cette conférence. Vous voulez pas un mot? Merci à tous pour votre présence. Merci.